Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE avec une passion mouvementée, mais sans cesse renouvelée. Alors vous avez l'habitude, hein, on vous review chaque semaine Monday Night Raw, Friday Night SmackDown, tous les pay-per-view de la WWE. Je compte pas à ça ce qu'on vous fait à propos de NXT ou à propos de la All Elite Wrestling, sans compter les émissions spéciales que vous connaissez bien, Comptoir du Catch, le Rétro Catch-up et le You Talk Too Much. Ça tombe bien, chères auditrices et chers auditeurs. Oyez, oyez, amoureux de l'ignoble sport et de la TB qui claque. On se retrouve aujourd'hui pour le comeback du show vert de la Team Catch-up, la 14e édition de You Talk Too Much. Vous m'avez peut-être identifié, je suis le dinosaure masqué, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts, votre old school tonton catch-up. And now, let me introduce to you my guest. Et alors là, j'en vois du lourd, peuple de catch-up. Cette émission va avoir l'honneur et l'avantage de recevoir un invité de qualité, la moitié du plus grand duo de commentateurs catch du paysage audiovisuel francophone mondial, comme il aime à dire. Depuis plus de 20 ans, il fait partager sa passion à des millions and millions de téléspectateurs. Il a commenté un WrestleMania en direct, il a dragué Vicky Guerrero. Bref, on ne compte plus ses accomplissements pour la promotion de notre discipline favorite. Est-il finalement, franchement, besoin de vous le présenter? Vous le connaissez tous, peuple de catch-up, Christophe Ajus is catch-up. Salut Christophe. Hello to you. Bah écoute, malheureusement, c'est les seuls mots que tu entendras de moi, puisque bon, la présentation ayant duré 3h30, je dois déjà vous dire bisous et la suite Et à au prochain bientôt. numéro, comme dirait Chiro. Exactement. Eh ben, je pensais bosser avec un mec qui aime parler, mais finalement, non. Chiro est encore, comparé à toi, est raisonnable. En tout cas, bonjour et merci de m'accueillir. Eh ben écoute, le tonton de catch-up, le doyen de catch-up est ravi de t'accueillir Christophe parmi nous dans notre studio. Écoute, ça fait plaisir quoi. On était impatients de t'avoir avec nous. On va pouvoir échanger avec toi pendant quelques dizaines de minutes à propos un peu de tout ce qui se passe autour de l'actualité du catch. On va attaquer direct. Alors écoute, on va attaquer direct par ce qui s'est passé ce week-end parce que je crois que ça a été quand même assez énorme. Les réseaux sociaux explosent depuis samedi soir. Ça a été absolument fantastique. On avait des représentants de la team Catch-up qui étaient présents à Bercy. Malheureusement, moi, je ne pouvais pas y être présent. J'ai fait celui de 2014, 2016, 2018, mais malheureusement, là, j'ai raté celui-ci. Mais c'est pas grave, vous aurez, peuple de Catch-up, d'ailleurs, une review du WWE Paris. Alors, Christophe, écoute, je vais commencer là-dessus, quoi. Qu'est-ce que ça fait sur un gars comme toi, là, qui bosse depuis plus de 20 ans dans les médias, qui parle de catch, etc. Quand tout à coup, tu as toutes les superstars qui débarquent en ville. Quel effet ça te fait à toi en tant que journaliste catch, etc. Mais aussi tout simplement en tant que bonhomme, quoi, qu'être humain qui se retrouve face à toutes ces superstars. En plus, toi, tu les côtoies dans le cadre du backstage. Tu as des interactions avec eux que peut-être, on va dire, le commun des mortels n'a pas. Bah dites donc, encore une fois, hein, tu vas me poser des questions, hein, toi. Alors, j'aime poser des questions. Alors, qu'est-ce que ça me fait à moi en tant qu'être humain? Qu'est-ce que ça alors, quand il débarque en ville, on sent que tu es aussi d'un âge avancé. Hein, Oh, le salaud! ah bah Ça oui, commence. tout d'un Ça coup, trash talk. on Ah a bah là, si l'impression ça d'être sur trash talk. Antenne 2, on a l'impression d'écouter les rencontres d'athlétisme du samedi après-midi en 87. Alors, il déboule, le troisième tour est parti. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à cette réunion hippique. Donc, non, là, c'était, comment il s'appelait? Léon Zitrone, mais on a déjà Léon perdu Zitrone, ouais. 95% de votre auditoire. Écoute, c'est toujours assez incroyable. En toute honnêteté, l'avant est extrêmement stressant parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, que ce soit d'un côté avec le groupe Media One, de l'autre côté avec la WWE. Et avec Philippe, on se retrouve un petit peu au milieu de tout ça. Donc, il y a l'organisation à gérer, même si en réalité, c'est pas une si grande organisation que ça. La plus grosse des organisations, et d'ailleurs, je veux direct en parler, le saluer et le féliciter, c'est pour le producteur des shows, celui qui a le compte Show WWE en France, je crois, sur Twitter, si je me trompe pas de nom, mais enfin, celui qui dévoile les cartes régulièrement pour les shows, c'est lui qui organise tous ces shows depuis le grand retour de la WWE en France en 2007.
et Ouais. il fait un travail exceptionnel. Donc pour lui, à mon avis, c'est lui qui doit stresser le plus, surtout avec toutes ces annulations ces dernières années. Pour nous, c'est juste, en l'occurrence, comme dit, pas mal de stress, mais évidemment énormément d'excitation, à l'idée de voir les superstars et puis aussi à l'idée, très égoïstement, de se dire qu'on va, bah, pendant 24 heures, être un peu des célébrités en quelque sorte. On va marcher, les gens vont nous reconnaître et tout. Ce qui, en réalité, dans notre quotidien, ne nous arrive jamais, quoi. Donc c'est un petit peu pour notre ego, les 24 heures les plus sympas de l'année, parce qu'on retrouve bah, l'univers de la WWE, la famille francophone de la WWE, et puis tous ces gens qui viennent des quatre coins de la France, et pas que, puisqu'il y avait aussi des Belges, des Suisses. En tout cas, ceux que j'ai vus. Après, il y en avait peut-être d'autres pays aussi. Donc du stress, mais énormément de joie de revoir les superstars, mais aussi de revoir et revoir tous ceux qui sont là depuis des années. Ouais, et du coup, comment ça se passe la WWE? Elle organise ça comment par rapport aux médias français? Je suis assez curieux de ça. Alors honnêtement, le fait est que par rapport aux médias, je ne sais pas forcément, puisque nous, on n'est pas vraiment assimilés aux médias, puisqu'on est ce qu'on peut appeler des partenaires. Donc le groupe Media One ayant un contrat avec la WWE, moi aussi ayant un contrat avec la WWE à titre personnel qui fait que je commente les pay-per-view sur le WWE Network, fait qu'on on a, je dirais pas un traitement de faveur, mais en tout cas, on fait partie un petit peu plus de l'organisation. Je pense qu'avec les médias, ben, ils rentrent en contact avec les médias qui souhaitent évoquer le show. On a eu la chance de pouvoir aller dans l'émission de Philippe Vandel sur Europe 1 ou de participer, alors j'ai oublié son nom de famille, mais avec Mathias sur RTL dans la matinale du dimanche matin. Donc ces médias-là, je pense que la WWE et le groupe Media One rentrent en contact avec eux ou l'inverse, eux rentrent en contact avec la WWE et Media One. Pour nous, c'est simplement des échanges de mails, à savoir est-ce que vous souhaitez faire des entrevues avec des superstars. En ce qui concerne Philippe et moi, rendez-vous à telle heure à la salle pour qu'on puisse discuter avec le producteur du show pour voir ce qu'on pourrait faire pendant le show, les petits coucous qu'on a fait durant le show. Également, savoir si à un moment on peut aider, pourquoi pas. Samantha Irvine, par exemple, qui est la présentatrice du show, vu que ils aiment bien que les gens en local soutiennent leurs annonceurs de ring, parce que pas forcément ils parlent pas français. Donc Mike Rom et autres sont un peu plus expérimentés. Là, Samantha, c'était sa première tournée, donc elle était ravie de pouvoir échanger vite fait avec nous, qu'on la rassure, même si elle n'avait pas forcément besoin, hein, c'est une professionnelle, mais c'est toujours un peu déroutant d'être dans un pays qui ne parle pas la même langue et de savoir si on va être bien compris. Donc voilà, pour répondre de manière plus courte, parce que tu m'as lancé avec tes questions à 30 000 euros et à 20 000 minutes, j'ai l'impression de répondre de la même manière. Mais avec les médias, je ne sais pas trop comment ça se passe. Avec nous, c'est surtout de l'organisation pour savoir comment on va régler cette journée qui finalement passe super vite, mais dans laquelle il faut ranger beaucoup de choses, puisque on n'a qu'une journée. Quand on est à WrestleMania, par exemple, tu as 3-4 jours, donc il y a plus de temps pour faire plein de choses. Là, les superstars arrivent le matin, elles repartent le lendemain matin, et entre les deux, il faut pouvoir caser les interviews, les petits passages et autres. Et après, sur ce qui concerne le show en lui-même, une fois que tu es dans le show, là, que tu es backstage dans la Gorilla Position et tout ça, votre passage, il a été minuté, organisé. Comment ça se déroule ça? Vous avez les producteurs de la WWE qui débarquent, qui disent bon, bah Christophe, Philippe, ça se passe comme ci, comme ça? Exactement, oui. Alors, minuté, pas forcément, mais on sait parfaitement qu'on ne doit pas faire trop rapide. Euh, à l'époque, enfin quand je dis à l'époque, il y a une dizaine d'années, ça se passait de manière assez différente. On avait un contact avec lequel on échangeait toute l'année et qui était toujours le même, qui nous disait, bon, le producteur voudrait ci, voudrait ça. Et à l'époque, les producteurs, c'était des filles de Finlay, des anciennes superstars comme ça. Et souvent, elles étaient assez, euh, comment dire, bah, elles n'étaient pas forcément motivées à l'idée de nous faire participer au show. Je crois qu'ils avaient eu une mauvaise expérience dans un pays où les mecs, les commentateurs s'étaient fait siffler. Et ils avaient un petit peu peur que ça se reproduise dans les autres pays. Donc les premières années, on avait dû un petit peu faire notre preuve. Et ce qui était sympa à la fin des shows, justement, je me souviens principalement de Fit Finet, mais il y avait d'autres anciennes superstars. Et ça s'était passé à peu près pareil. À la fin du show, ils venaient nous voir en disant bah, merci beaucoup, c'était excellent et tout ça, parce que ils voyaient qu'on recevait un bel accueil. Là, depuis plusieurs années,
vous avez les anciennes superstars qui produisent, comme disent les Américains, le show. C'est pas comme nous, un producteur en France qui ramène l'argent. Quand ils disent Ouais, ouais. producer, c'est celui qui organise le show, qui décide de l'ordre des matchs et tout ça. Les bookers. Oui, en quelque sorte. Après, moi, souvent, oui, après, les bookers, les scénaristes, c'est maintenant devenu deux jobs différents. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, Ouais. ouais, ceux qui décident de l'ordre des matchs, de la durée, et ainsi de suite, sont d'anciennes superstars. Là, je crois que c'était, il me semble qu'il y avait Abyss, un Feu Abyss de Impact. Je ne me souviens maintenant plus de son vrai nom, mais je crois que c'est lui qui gérait la soirée, mais c'est pas avec lui qu'on a échangé. On a échangé avec celui qui se trouvait entre guillemets à la régie et qui effectivement produisait le show minute après minute, quoi, qui donnait les instructions, tel catcher, c'est maintenant à toi, et ainsi de suite, avec son petit, vous savez, son casque avec son petit micro qui s'adresse à ceux qui ont des oreillettes. Et effectivement, on est allé le voir en début de soirée pour qu'ils nous disent, écoutez les gars, j'aimerais bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Au départ, ils voulaient qu'on vienne juste avant le début du show pour donner un petit peu la carte avec Samantha pour donner les matchs et tout ça. Mais comme on faisait des interviews en même temps, ben, on est arrivé trop tard, donc ils l'ont fait sans nous. Mais ensuite, ils ont dit, bah écoutez, franchement, on aimerait quand même que vous alliez saluer le public. Et puis ensuite, si ça vous dérange pas, est-ce que vous voulez bien faire pendant l'entracte un petit truc autour des produits dérivés? Et voilà, ça se discute comme ça rapidement avant le show en fait. On en discute par mail avant, mais en réalité, tout s'organise 1 heure et demie avant le show. 1 heure et demie avant le show, ouais. Ouais, comme souvent sur les réécritures de Monday Night Raw. Je ne Ou des sais choses comme pas, ça. je ne suis pas dans le bureau des personnes concernées. Et alors du coup, votre fameux clapping, parce que alors là, votre clapping, je peux dire, il passe, mais partout. Et vraiment, c'était cet hommage à Butch, là, c'était quand même quelque chose. Ah bah, alors écoute, j'ai honte. Alors déjà, tu dis notre clapping, déjà c'est celui de Stury, Oui, visiblement. oui. Bravo à lui, alors que bah, alors je suis désolé Stury, que je connais depuis super longtemps et que je n'ai pas eu la chance de croiser durant cette journée. Mais ça n'a rien à voir avec lui pour le coup, parce que c'est Philippe qui a eu cette idée. Et je suis à peu près sûr que Philippe, malgré tout l'amour qu'il porte à Suri aussi, ne regarde pas malheureusement C'est ça le catch. Mais c'est Philippe qui s'est dit que ça ferait un bon truc. Et au départ, j'étais un petit peu récalcitrant. Je lui ai dit, ouais, mais t'es sûr? Parce que la WWE, elles aiment pas la WWE en tant qu'entité, les producteurs, les Américains surtout, ceux qui nous connaissent pas forcément, parce que comme dit, on discute avec des gens de la WWE tout au long de l'année, qui sont nos contacts et qui sont responsables justement des relations avec l'Europe ou avec d'autres pays ou avec d'autres continents. Mais les Américains qui travaillent sur les shows, eux, s'occupent pas foncièrement de ce qui se passe dans le reste du monde. Donc, ils savent pas forcément qui nous sommes. Ils savent Ouais. pas forcément qu'on est là depuis 20 ans. Après, là, le producteur du show, ça fait plusieurs années qu'il est là. Donc, évidemment, on se connaît et il sait qu'il peut nous faire confiance. Mais je sais qu'ils sont pas forcément toujours ravis quand des commentateurs comme nous ou des guests extérieurs en font trop. Parce que ça casse un peu le rythme du show. Moi, je me souviens quand je faisais les shows en France et qu'on devait faire monter un élu local ou ce genre de choses, tu peux être sûr que le rythme va redescendre parce que les gens ne sont pas forcément à l'aise au micro ou qui vont faire, comme on dirait, une promo, mais en l'occurrence, bon là, c'est plus des discours, mais qui vont pas forcément dans le rythme du show. Philippe et moi, on a un petit peu cette expérience. On sait être un peu plus efficace, je dirais. Mais j'avais un petit peu peur que son idée de clapping, là, ça soit un peu trop long, que ça prenne trop de temps. Puis, il m'a dit: «Mais non, tu verras». Je lui ai dit: «Bah, écoute, c'est simple, moi, je vais te tenir le micro, tu vas le faire. Après, c'est sûr que l'image que ça va donner, ça risque d'être ouf. Si les gens suivent, ça peut donner une superbe image. Si forcément les gens vont filmer aussi, ça peut être sympa». Mais moi, je savais pas du tout que Suri avait lancé cette histoire de clapping autour de Butch. Et en toute honnêteté, on n'a pas du tout entendu forcément les gens crier Butch. Tu vois? Pour nous, ils Ouais. faisaient le clapping à l'islandaise. Donc et comme dit Philippe, je lui ai envoyé un message lundi. Quand j'ai vu le truc autour de Sturi, je lui ai envoyé un SMS en lui disant: «Écoute, si tu te poses la question», visiblement, Sturi avait évoqué l'idée d'un clapping avant le show.
Donc si tu te demandes pourquoi tout le monde mentionne Sturie, c'est pour ça. Et il m'a dit ah bah voilà, je comprenais pas. Donc voilà, c'était pas fait exprès du tout. En fait, c'est un heureux hasard. C'est là que tu vois que les grands esprits se rencontrent entre Sturie et Shiro. On a affaire à deux rois de l'entertainment. Donc, et le connard à juste à côté qui dit non, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu vois le nez que j'ai quand même. Le mec, non mais si Shiro m'écoutait plus, ça se faisait pas et c'était voilà Et c'était l'idée mort, ouais. et ça tombait à l'eau totalement. Mais heureusement, Shiro et Sturie sont des gens intelligents, donc ça donne effectivement quelque chose de classe, de ouf. Et je peux te dire que les superstars non plus sur le coup n'ont pas forcément compris ou réalisé que c'était pour Butch. Je suis pas certain que toute la salle criait Butch, Butch, Butch. Mais en tout cas, je peux vous confirmer que dans les vestiaires, les gens étaient comme des fous. Quand on est revenu après ça, tout le monde nous a tapé dans la main. Charles Robinson, il est revenu 15 fois dans la soirée. Il a dit putain, les gars, vous êtes de ces fous et tout. Les superstars nous ont fait des petits sourires quand on est revenu. Enfin, voilà, ça a vraiment fonctionné, quoi. Ouais, ça s'est vu, moi vraiment je me suis éclaté à regarder la vidéo là-dessus, j'ai trouvé ça assez incroyable quoi. Donc Sturie, on rappelle pour nos auditeurs qui c'est le heavyweight du podcast game quoi. Je l'ai reçu il y a 2 ans de ça quoi sur l'émission quoi. On avait une grosse émission, vous pouvez retrouver ça Peuple de Catch-up dans nos archives de la chaîne sans problème. Et alors maintenant moi j'ai une question, justement tu parlais, tu reviens backstage, tout le monde est comme des fous et tout ça. Malgré que tu sois un vieux routier de la WWE, est-ce qu'il y a encore des superstars quoi, qui te font une impression folle et devant lesquels tu t'es quasiment intimidé quoi? Oui et non. Après, en toute honnêteté, il faut pas non plus croire qu'on les côtoie et qu'on Non, non, discute ouais, avec eux backstage et ouais. tout ça. C'est tout le contraire, hein. Bien qu'on soit en France, on a le même comportement que si c'était Je backstage aux comprends. États-Unis. Donc tu es très C'était, discret. ouais, c'était surtout Tu... lié à ta sensation, tu vois quoi. Toi, tu te retrouves face à des Roman Reigns, des Sasha Banks et compagnie. Par exemple, Euh, Roman Reigns, je ne l'ai pas vu une seule fois. Tu Ah vois. ouais, tu l'as pas vu? Non, D'accord. je l'ai pas vu backstage. Il a dû arriver à un moment parce que j'étais à un endroit où quand ils sont arrivés, j'en ai vu arriver quelques-uns. C'était tout mignon d'ailleurs. Ronda Rousey est venue avec son bébé. Donc elle est arrivée avec sa petite poussette et tout. C'était trop chou. À la fin du show, elle est repartie. Bah, évidemment avec le bébé, hein, heureusement, elle l'a pas laissé dans les vestiaires. Mais il est passé devant nous et puis il y a Shiro qui a voulu faire coucou au bébé. Et j'ai dit non. En anglais, j'ai dit à Randa, je crois pas que ce soit une bonne idée que le premier Français qu'elle voit, ce soit lui. Donc avancez, ne le laissez pas parler à votre enfant. Elle a pas rigolé du tout. Non, c'est pas vrai. D'accord. Elle a souri. Non, non, elle a souri. Mais donc j'ai pas vu forcément Roman Reigns, mais de ce côté-là, il y a plus vraiment. Quand tu arrives pour la première fois au Superdome de la Nouvelle-Orléans euh, Ouais. pour WrestleMania 30 et que tu arrives dans les vestiaires, tu sais que tu vas être ringside quelques minutes après et que la première chose que tu vois, c'est Brock Lesnar dans une voiturette de golf où tu te demandes si c'est pas Brock Lesnar enfin la voiturette de golf qui roule Brock Lesnar plutôt que l'inverse. Il y a plus grand chose après dans des vestiaires qui t'impressionne. Il y a juste un côté toujours dingue de se dire qu'on est là et que même si c'est un petit grain de sable, on fait partie de cette organisation de fous avec toutes ces superstars et qu'on fait partie un petit peu de la machine. Mais les superstars en tant que telles, voilà, on est habitué à les côtoyer, à les croiser, on dit bonjour, certaines nous répondent, d'autres pas, on se formalise pas, ça fait partie du truc, mais voilà. Le sentiment général des officiels de la WWE à la fin du show de Ah, Paris, ils c'était quoi? étaient, ils étaient comme des fous, vraiment. Ouais. Mais ah oui, oui. Déjà, il y avait. Il faut savoir qu'évidemment, lorsque la WWE se déplace comme ça, tu as ceux qui s'occupent du show en tant que tel, donc bah, évidemment les arbitres, comme on dit nous communément depuis les années 80-90, les officiels, c'est les producteurs, les gens qui gèrent le show, mais tu as aussi toute une armée de suits, comme on dit, de gens en costume cravate, le marketing, la com, qui viennent échanger avec leurs partenaires de tous les pays. Et justement, Charles Robinson me faisait remarquer, parce qu'on a passé la dernière partie du show ensemble, le dernier match, on l'a regardé ensemble, et il me faisait remarquer, regarde, là, tu as tous les gars en costume cravate, c'est la preuve que c'est un show de dingue, parce qu'en général, ces gars-là, tu sais, ils travaillent à la WWE, les shows, ils les ont tous vus,
Une fois que le show a commencé, en quelque sorte, pour eux, le boulot est terminé parce que leurs partenaires sont dans la salle, ils regardent le show, tout ça. Eux, c'est avant et après que ça se passe. Mais pendant, c'est plus, on discute, le temps passe. Là, ils ont regardé tout le show du début à la fin. Et ça, c'était signe, effectivement, que c'était un show vraiment particulier. Et le ressenti des catcheurs à la fin, t'as pu un peu, eux, comment ils se sentaient après, comme leur ressenti face à la salle et tout ça? Non, non, parce Non, que non, bah, une fois que le show est terminé, tu sais, nous, ils s'en vont, ouais. et eux, ils s'en vont, et puis toi, tu vas pas aller faire chier les catcheurs, ils sont Ah oui, ça fatigués, j'imagine ils bien, ont ouais. bossé dur. On a eu la chance d'interviewer Sami Zayn qui finissait son match, ce qui fait que, bah, par exemple, on n'a pas vu la fin de Ricochet, Sami Zayn et Butch, et ni le match Alaya, Shotzi, ni Gunther, Shinsuke Nakamura, alors que Ouais, t'as raté j'espérais. 3 matchs de la carte, ouais. Oui, quasiment 4. Quand on est revenu, Lashley Ridge Holland était en train de se terminer. Mais Sami Zayn, quand il est arrivé, bah voilà, il était fatigué après son match. Mais il nous a dit, c'est dingue. Enfin, j'en avais presque la chair de poule. Quelle ambiance et tout. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi électrique. Après, les autres Ouais. superstars, bah, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Je veux dire, elles sont habituées évidemment à brosser les gens et les fans dans le sens du poil, mais euh, si l'ambiance n'avait pas été aussi dingue, ils n'auraient pas autant insisté dessus. Ils auraient dit merci Paris, ainsi de suite. Mais beaucoup ont quand même mis que c'était incroyable. Et dans ces cas-là, c'est quand même plutôt sincère. En tout cas, enfin, je n'en doute pas, c'est pour cette fois. Une question qui me brûle les lèvres là-dessus, parce qu'en fait, on en parle de temps à autre à l'antenne, à Catch Up, c'est est-ce que tu crois que avoir une ambiance pareille, avoir eu un accord arena blindé comme ça, comme moi, les 3 fois où j'y suis allé à Bercy, à chaque fois c'était blindé aussi, est-ce que tu crois qu'un jour ça va motiver les officiels de la WWE à nous offrir un Raw ou un SmackDown ou qui sait qui dirait mieux qu'un pay-per-view à Ah bah Paris, oui, quoi? oui, bah écoute, je te cache pas que avec Philippe, on l'a évoqué à tous ces gens en costume cravate qui étaient plus que attentifs à nos paroles, hein. On a plusieurs fois cité la U Arena qui serait une salle évidemment T'imagineras, oh là là, parfaite ouais. pour ça. Je sais pour en avoir discuté avec le producteur, là, français, celui donc qui produit le show, qui amène les financements et qui s'occupe de l'organisation en tant que tel depuis de nombreuses années que je citais en début d'émission, mais je donne pas son nom parce qu'il aime bien rester un petit peu dans l'ombre. Mais pareil, on s'est croisés par hasard vers 1 heure du mat quand lui finissait de bosser et que moi je quittais Philippe avec qui on avait vite fait manger. Il m'a dit la même chose, il m'a dit ouais, ils sont super motivés et tout. Après, le truc c'est qu'en toute honnêteté, c'est pas la première fois, bah, comme tu l'as dit, hein, l'ambiance est toujours folle. Donc c'est souvent qu'on a ce genre d'échange avec les gens de la WWE. Après, le truc c'est que voilà, ils sont en France, ils sont surmotivés, c'est sur le moment. Après, il faut que la tournée se termine et il faut qu'ils retournent aux États-Unis, que l'idée Eh germe ouais. dans leurs esprits. Mais je me dis que rien n'est impossible parce que bon, là, ils vont au Pays de Galles pour faire un pay-per-view d'ici quelques mois. En septembre, ouais. Ça serait quand même, il y aurait une certaine logique à faire un pay-per-view similaire dans l'Europe continentale. Parce que le Pays de Galles, c'est quand même pas un des pays les plus attractifs. Si tu fais quelque chose en France, notamment à Paris, même si moi je suis provincial, je ne serais pas contre que ce soit dans une autre ville que Paris. Mais si tu fais quelque chose à Paris, tu sais que tu peux quand même attirer une grande partie de l'Europe. Il y a des trains qui viennent de tous les pays, dans toutes les gares de Paris, avec les avions en 1 heure de beaucoup de pays, tu peux aussi venir à Paris. Donc, Enfin, je t'avoue que même sur la fanbase du catch en France, je pense que tu remplis. J'irais même loin, j'irais même jusqu'à te dire que tu remplirais un stade de France s'ils organisaient un pay-per-view à Paris, quoi. Enfin, pour moi, tu vois, ça me paraîtrait tellement simple pour la WWE de faire de la billetterie là-dessus, quoi. Mais après, tu as totalement raison. Effectivement, Paris, c'est facile d'accès pour plein d'Européens. Ils n'auraient aucun problème à remplir la salle. Ouais, c'est une évidence. après, c'est une anecdote qu'on nous avait racontée il y a de nombreuses années. Ça, bah, à l'époque de Catch Attack, quand vraiment, évidemment, le catch était à son sommet en France, le pourquoi il n'était jamais venu faire un Raw ou un SmackDown, nous, on nous avait expliqué que c'est à cause des shows en Italie qui s'étaient très mal passés avec les équipes italiennes sur place, en grande partie au niveau de la langue et culturellement sur le travail. Visiblement, les équipes italiennes, alors on a le cliché évidemment des Italiens qui sont un peu tranquilles, tout ça, et des Américains qui le sont beaucoup moins.
Et on nous avait expliqué qu'effectivement, ça s'était mal passé pour les différences culturelles au niveau du travail et au niveau de la langue, et que la WWE n'avait plus trop envie de prendre ce risque d'aller dans des pays qui ne parlaient pas anglais. Donc, et c'est vrai que ça s'est vérifié. Depuis, je suis même pas certain qu'ils aient fait un show télévisé en Allemagne, alors que pourtant en Allemagne, tout le monde parle anglais couramment, puisque on sait que les deux langues sont assez proches. Ou en tout cas, l'anglais, je crois, descend de l'allemand. Enfin bon, je ne suis pas linguiste, mais en tout cas, on nous avait dit que voilà, c'était la faute des Italiens, que j'adore pourtant, hein, notamment leurs deux commentateurs de légende. Mais voilà. Donc, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont encore cette idée La WWE marchait beaucoup comme ça. Comme je te le disais, par exemple, le fait que Philippe et moi, pendant plusieurs années, au départ, on ne faisait pas d'apparition pendant les shows et qu'il a fallu attendre pas mal de temps avant qu'ils se décident à en faire, c'était aussi dû à une mauvaise expérience avant. Donc, visiblement, en Europe, quand ils ont des mauvaises expériences, ça reste ancré pendant pas mal de temps. Ils ont la mémoire longue à la WWE. Pour les mauvaises expériences, oui. Pour d'autres Oui, pour les choses, mauvaises. peut-être pas, mais pour ça, oui. Ok, eh ben écoute, en tout cas ça a été une franche réussite, ça a eu pas mal de répercussions un petit peu dans les médias mainstream, j'ai vu, alors bon malheureusement on parle quasiment pas de catch dans les médias mainstream, mais il y a quand même quelques spots où on peut trouver un peu d'infos là-dessus, etc. Et j'ai trouvé que pour une fois il y avait une couverture pas mal, beaucoup plus que moi, le dernier que j'avais fait c'était donc 2018 où vous étiez apparu d'ailleurs avec Philippe, et, et là, j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup plus d'écho. Il faut dire aussi que depuis 2018, je pense que la communauté catch a beaucoup, beaucoup grossi entre les différents podcasts. Enfin, je pense que c'est une communauté qui est super active, qui est jeune en plus globalement, hormis votre tonton. Mais sinon, globalement, c'est une communauté assez jeune et qui est foisonnante, quoi. Tu vois, il se passe plein de trucs et je trouve que c'est super intéressant. Et je pense que, tu vois, sachant que la team Catch-Up était représentée à Bercy et il y avait plein de teams de plein de podcasts et plein qui étaient là et qui sont venus et ça Ah bah ramène, oui, ça draine du on monde est et jaloux même avec Philippe, hein, parce que maintenant on peut se promener dans la rue sans que personne nous dérange. Ils sont tous en train d'aller prendre des photos avec Axel et Aurélien de WFM ouais, c'est France, vrai. avec Ali de Catch Club, avec Stury. Tu vois, il y en a. Ah, monsieur, a juste une photo. Ah non, attendez, parce que là-bas il y a Stury, il faut que j'aille prendre une photo avec lui. Ah ouais, bah ok, bah va te faire voir alors. Merde! Non, Je sais qu'il y en a au moins un qui lui a pas fait ça, c'est bien notre ami Ringside de la team Catch-Up qui lui a pris une photo d'ailleurs avec toi et Philippe. Ah, Donc il m'a demandé d'ailleurs que tu lui fasses que tu fasses un bisou à Philippe de sa part. Et donc ce que je voulais dire là-dessus, si tu veux, c'est que vraiment ouais, je pense que ça draine de plus en plus de public. Pour moi, il y a aucun problème à ce que la WWE réussisse à terme à organiser un Raw, un SmackDown ou un pay-per-view. Je vois pas quel frein il y aurait en France par rapport à ça. Et je t'avoue que c'est bon, les house shows c'est super et tout. J'en ai fait plusieurs, etc. Mais je me dire quand même, j'aimerais aller voir une fois un vrai live d'une émission, voilà, DirecTV. Ça serait extraordinaire, quoi, et un pay-per-view. Tu vois, moi, je me rappelle souvent du SummerSlam 92 qui s'était déroulé à Wembley, à Londres. Et pour moi, c'est un des plus grands pay-per-view de l'histoire. Et c'était totalement phénoménal. Et je vois pas pourquoi à Paris, on serait pas capable de ça. Je crois même que, je sais plus qui c'est qu'on a parlé sur le Twitter, mais je sais même pas si c'est pas Roman Reigns, quoi, qui avait annoncé, qui avait dit que, ouais, la foule à Londres avait été incroyable et que Paris allait avoir du mal à se mettre au niveau. Et puis le lendemain, il a dit, bah ouais, mais en fait, la foule à Paris, c'est la folie, quoi. oui, oui, bah, oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Oui, il avait tweeté ça la veille et il a commencé son discours en disant ouais, hier, j'ai dit à Londres que Paris aurait du mal à être à niveau et en réalité, bah, pas du tout. Vous avez tout explosé. Après, encore une fois, hein, c'est pas qu'une histoire de public. Faut vraiment comprendre que Je la comprends bien, oui. WWE, c'est principalement aussi une histoire de production, de moyens techniques. Et puis parfois, bah, à juste titre ou pas, les Américains nous voient encore en France comme, je vais utiliser un mot un peu dur, mais un pays sous-développé, mais je parle au niveau de la technique et de Ouais. la production et du côté spectacle. Évidemment on est un pays riche et les Américains le savent, mais comparé aux moyens qu'ils mettent à la télévision, tu sais, enfin, il y a pas longtemps encore, je faisais un échange de mails avec un des dirigeants de la WWE, pas au niveau évidemment de la famille McMahon, ou de Monsieur Khan, mais quelqu'un qui est là depuis très longtemps et un poste haut placé. On échangeait par rapport à Raw et à la diffusion en France, et il était surpris
encore en 2022 que nous n'ayons pas 9 coupures de pub sur l'heure et demie d'Euro que l'on diffuse toutes les semaines. Parce Oh qu'en là 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 réalité, là. quand ils nous envoient le show, nous, des États-Unis, il y a 9 coupures de pub. Bah, ceux qui regardent sur AB1, et j'espère qu'ils sont encore nombreux, mais savent qu'il y a des petits jingles pendant les matchs ou ne faites pas ça chez vous, ou des petits clips promo pour des superstars comme Ricochet ou, euh, ou Bobby Lashley ou ainsi de suite. Ça remplace les publicités, les coupures pub américaines. Et nous, quand ils nous l'envoient, bah, il y a un petit écran noir où il y a écrit Commercial Break 1, 2, 3, et il y en a 9. Et quand moi je lui ai D'accord. dit que nous, on n'avait que 3 pubs pendant 1 heure et demie, il a halluciné. Alors que le gars, ça fait longtemps qu'il What? travaillait avec nous. Mais il a dit quoi? What? Vous avez que 3 pubs? Mais attendez, mais les gars. What? Et tu vois, donc c'est ce genre de différence Ouais. culturelle. C'est un détail, hein, mais c'est pour montrer que, évidemment, qu'au niveau des fans et tout ça, il y a largement de quoi faire. Après, c'est vrai que la WWE nous voit encore comme la vieille Europe, tu vois. Donc, Ouais. j'imagine que petit à petit, ça change parce que la mondialisation fait que on est plus au courant de ce qui se passe. Mais bon. Il nous considère un petit peu arriéré, on va dire ça comme ça. Mais Bah, au est-ce niveau que de la tu crois. télé, hein, Eh, et de la climatisation. Ça, parce qu'ils sont choqués. Ça, c'est un des trucs dont on nous parle tout le temps. À Bercy, il fait 50 degrés et ils comprennent pas. Parce que eux, toutes leurs salles sont climatisées et ils sont choqués qu'à Bercy, il n'y ait pas de clim. ouais, ça m'étonne Non, pas. mais c'est marrant. Mais Enfin, je veux dire, tu sais pas le truc auquel tu penses. Et encore, moi, c'est le contraire. Quand je vais aux États-Unis et que je vais voir un show, souvent on allait à SummerSlam à Brooklyn, dehors il fait 40 degrés, tu viens en t-shirt. Il m'est arrivé de quitter un row parce que j'avais trop froid. Tu vois, parce que la clim était à fond, était en t-shirt et tu te les cailles, quoi. ah Voilà, ouais, tu te le les cailles, problème des ouais, bah ouais, riches. ouais. Et ouais, c'est des problèmes de riches, ça, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est assez dingue quand même, quoi. Mais cette histoire c'est vachement intéressant là, ce que tu dis là sur l'histoire des coupures pub. Là, j'avais pas imaginé ça comme ça. C'est vrai que, alors moi, je te dis les choses. Et sur Catch Up, on regarde essentiellement les shows de la WWE en version originale Oui, pour différentes raisons. bah oui, parce que déjà les commentateurs sont talentueux, Déjà, ils prennent moins de place que les deux connards français. non, 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 Et puis, non, bah sinon, mais c'est pas grave. Je veux dire, non, non. je m'y suis fait, je Alors, comprends. oui, non, mais Comment t'inquiète je pas. Après, quitte? Où est-ce que j'appuie là sur Discord pour partir? Parce que t'as tu de la peux pas. chance, je connais pas Discord, voilà. C'est pour ça que j'en profite pour gérer la technique. Non, mais dans le sens où, moi, par contre, euh, je pense qu'on, comme nous tous, on t'a beaucoup suivi de l'époque de Catch Attack dont tu parlais tout à l'heure, etc. Et puis moi, j'aime bien en fait regarder le show en version originale et les pay-per-view. J'aime bien suivre vos commentaires. Et pour le coup, je voulais en profiter et parler avec toi un peu de WrestleMania 30 parce que c'est vraiment un truc qui m'aura marqué avec toi et avec Philippe, hein, parce que vous êtes quasi tellement indissociables. Et vraiment, je voulais avoir ton ressenti de. Enfin, ce soir-là, j'imagine que pour toi, ça a été une sorte de consécration. Alors, j'ai lu, j'ai entendu, je vais faire de la pub un peu, mais sur ton podcast La Cloche, etc., tu as eu l'occasion de t'épandre là-dessus très, très, très longuement. Mais moi, j'ai envie voilà, d'entendre de mes oreilles ce que tu as à dire là-dessus. Et parce que je pense que pour toi, ça a peut-être été. C'était peut-être. Est-ce que c'était un truc ultime dans ta carrière de commentateur catch, de faire ce WrestleMania 30 dans les conditions dans lesquelles vous l'avez fait? Ah bah, c'est pas simplement dans ma carrière, hein, c'était dans ma vie. Je veux Carrément ta dire, vie ah d'homme, bah carrément. si, bah oui, si ce soir-là je mourais, il y avait pas besoin de pleurer, hein. Je veux dire, moi, Ok. c'était. C'était Et une belle journée pour mourir. ah bah oui, et j'ai tout essayé, mais la mort ne voulait pas de moi cette nuit-là, malheureusement. Pourtant, j'ai vraiment tout donné, hein, pour y arriver. Mais ce qui est le plus dingue, c'est que je n'en rêvais même pas, puisque pour moi, c'était quelque chose qui n'arriverait jamais. Tu vois, c'est pas comme quelque chose, des grands joueurs de foot qui rêvent de gagner une Coupe du Monde. Et il y a une possibilité parce que, ou même quand ils sont petits, ils en ont rêvé et tout. Moi, jamais je n'ai rêvé de commenter ne serait-ce qu'un show ringside, encore moins aux États-Unis et encore moins à WrestleMania. Donc c'est quelque Ouais. chose, presque un mois avant, comme je crois de dire dans la cloche, on savait même pas qu'on allait le faire. Puisque c'est une personne qui travaillait avant pour le groupe Media One, qui avant bossé pour ESPN aux États-Unis et qui avait entre guillemets des grandes idées et qui n'avait pas, il n'y avait pas ce complexe d'infériorité français en se disant bon, on est français, jamais on pourra faire ça.
cette femme, donc en l'occurrence cette femme, oui, avait bossé aux States et elle dit bah non, mais attendez, c'est WrestleMania, on le diffuse, il faut qu'il soit là-bas, il faut qu'il soit ringside. Non, non, mais je m'en occupe. Et effectivement, elle s'en était occupée et effectivement, on y était. Et oui, c'était oui, une consécration. Définitivement le pic. Tu sais que ta réaction pendant Undertaker Brock Lesnar, enfin, je pense que c'est tout simplement devenu culte dans le paysage audiovisuel francophone, quoi. C'est cette émotion là quand t'as traversé là, c'était quoi qui se passait dans ta tête, quoi? Parce que tu Euh, sais que t'es à ce moment-là quand même. Tu vois, enfin moi je suis pas un pro des médias, mais tu sais tu sais quand même professionnellement parlant à ce moment-là dans ta tête, tu sais qu'il y a des millions de gens qui regardent, qui t'écoutent, et en je même suis temps toi t'es pas sûr des traversé. millions quand même, hein, soyons raisonnables. Oh, Non, WrestleMania. on Ah avait fait de si très si. bonnes audiences. Non, mais c'était bien, et il était Oui mais entre 2 et 5 heures du mat. tu Donc après, oublies peut-être que la vidéo, oui, a été revue et diffusée et ainsi de suite. voilà. C'est vrai, mais bon, des millions, je pense que tu exagères un petit peu, mais des centaines de milliers, je veux bien le croire. Mais et en toute honnêteté, alors je pense que je le disais aussi dans la cloche, mais sans vouloir non plus totalement briser le truc. En réalité, j'étais à deux. Si tu parles des larmes, au moment Ouais. où quand tout se termine, euh, je l'ai dit en marchant sur la rampe avec Philippe, j'ai failli fondre en larmes. Et j'ai réussi à ne pas le faire. Mais au moment où on est en train d'applaudir tous et que l'Undertaker se lève et qu'on dit plus rien, j'avais encore toute cette émotion en moi. Et il y a eu ce cheminement dans ma tête. Je me suis dit, bah écoute, s'il y a bien un moment où tu peux chialer et ça a un sens, et qu'en plus ça peut rendre la chose, comment dire, c'est- enfin là ça. Émotionnel. Pardon? Émotionnel ou Oui, mais non, mais ouais. il y a un côté partage aussi parce que je me Ah doutais, ouais. je savais très bien. Que ça allait Alors, briser le cœur de milliers de fans. je veux pas me faire paraître plus intelligent que je suis, mais j'ai eu quand même ce cheminement dans ma tête en me disant ouais, forcément, il y a des gens chez eux qui sont tristes comme moi et qui peut-être vont verser quelques larmes. Et moi, je me suis dit bah ouais, tout à l'heure, elles étaient à deux doigts de sortir, bah maintenant, vas-y, c'est le moment ou jamais, comme ça sera fait déjà. Elles seront sorties et puis ça colle bien à l'instant, quoi. Donc c'était sans faire style, j'ai joué le jeu, j'ai profité de l'occasion, vu que l'émotion, elle était là de toute façon, pour essayer de donner quelque chose de sincère et dans lequel je pense les gens ont pu se reconnaître aussi. Ça s'est complètement retranscrit à l'antenne et je pense qu'en plus ce match était pour les fans de catch était tellement incroyable et un souvenir impérissable donc je pense que t'en fais largement partie toi comme Philippe de toute façon et c'était incroyable. Alors là t'étais du coup dans le plus grand, le biggest stage of them all et cette machinerie immense là dans ce stade de la Nouvelle-Orléans ça devait être mais j'imagine que quand t'es arrivé pour les essais son et tout ça, avec Philippe, vous deviez quand même un peu vous pincer, quoi. Ah bah oui, non mais c'est quelque chose de ouf et moi j'ai eu cette chance de faire le Superdome de la Nouvelle-Orléans, mais aussi le parking de Shopee à l'Aventie. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est un Shopee, hein. C'est un petit magasin Si, si, je sais ce qui. que Ah c'est oui, qu'un voilà. Shopee, ouais. Je précise pour ceux parce qu'il n'y a pas de Shopee en Alsace, donc parfois je me dis que certains magasins ne sont que régionaux. Mais donc effectivement, ça permet de relativiser et de réaliser le chemin parcouru et la chance, même si ça reste du travail, encore une fois, et que tu peux pas non plus juste te poser et t'extasier comme si tu venais là parce que tu as gagné un billet Oui, ah, je gratuit comprends. backstage, tu Ah vois. ouais, Tu es là pour bosser et tu dois un minimum faire semblant, ne serait-ce qu'auprès des Américains pour qu'ils se disent c'est des pourquoi on a pros. fait venir ce fan, tu vois. Comme quand je suis Oui, oui, arrivé oui. à AB la première fois et qu'ils se sont demandé si j'étais stagiaire. Là, je savais pas C'est, encore faire semblant, tu vois. ouais, ouais, parce que c'est peut-être ça qui a été la difficulté pour toi, la différence de Philippe, qui était on va dire, un pro des médias, lui, dès le départ. Et alors que toi, par contre, t'arrives vraiment de la base, c'est-à-dire t'étais un fou furieux fan de catch. Et puis, bah, petit à petit, t'as réussi à grimper et puis arriver dans les médias et commenter ta passion, ce qui est quand même extraordinaire, quoi. Et donc, du coup, pour toi, peut-être que ça n'a peut-être pas été plus facile. Ça a été ça, finalement. Ça a été de séparer le fan de catch du pro des médias.
Oui, alors pro des médias, n'exagérons pas. Oui, Je, non, je veux bien pro à la rigueur du micro, parce qu'au bout de 22 ans, je crois à peu près quand même me débrouiller, même si ah oui. forcément ma manière de faire ne plaît pas à tout le monde et c'est normal, mais je me sens plutôt à l'aise. Mais ouais, des médias, je suis pas certain parce que Non, mais quand je te parle, mais je je prends comprends ce ce que tu veux terme dire. en termes génériques, tu vois, quoi. Oui, C'est un terme. mais c'est vrai. Et c'est quelque chose sur lequel Philippe a beaucoup, sur une chose, donc laquelle Philippe a beaucoup insisté, c'est que je sépare bien le côté fan du côté commentateur, journaliste. C'est quelque chose qui m'a répété dès le début et les premiers mois de notre collaboration, que ça y est, maintenant, j'étais bon, payé, mais c'est pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire de statut, une histoire de manière de se comporter et de faire. Ouais, ouais, je comprends bien. Ouais, c'est assez logique, quoi. Donc c'est pour ça. C'est ce que tu disais, quoi. Tu te retrouves dans un WrestleMania 30 et que il y a la part en toi qui se dit, oh là là, c'est trop bien, c'est incroyable et tout. Et puis l'autre côté qui dit, ouais, là, ben là, je suis au taf, il faut y aller, quoi. Exactement. Il faut turbiner. Après, les Américains apprécient aussi ce genre de choses. Tu vois, là, et c'était sincère, à un moment, j'ai dit dans le ring à Paris ce week-end que j'avais les larmes aux yeux, et c'est vrai, je sais pas pourquoi, j'étais ému vraiment. Pour notre premier passage, quand on dit bonjour au début du show, j'avais carrément la main qui tremblait, alors que, honnêtement, enfin, j'avais du stress avant comme toujours, mais c'est quand même quelque chose on a fait souvent et c'est quand même pas si compliqué de dire bonjour, surtout à un public aussi sympa et qui nous fait toujours un accueil aussi incroyable. Mais j'étais ému les deux fois et c'est vrai que j'ai failli une nouvelle fois, je suis vraiment une chochotte, verser une petite larme. Et quand j'ai dit ça en revenant dans les vestiaires à notre contact américaine avec qui on est en contact tout au long de l'année et depuis déjà de nombreuses années, hein, je pense que ça fait bien presque 20 ans aussi qu'on la connaît et qu'on la côtoie quand on est aux États-Unis et qu'on s'échange des mails, elle-même a failli verser une petite larme. Je crois que les Américains sont assez touchés justement par ce genre d'histoire, le fait que j'étais fan, qu'il n'y avait aucun moyen, que je viens d'une petite province, d'une petite ville, que je n'ai personne dans les médias et autres et que j'ai pu arriver à réaliser tous ces rêves. Donc, c'était pas non plus, ça aurait pas été une honte si de me comporter comme un fan entre guillemets aux États-Unis, mais tu peux pas effectivement quand tu arrives à la cantine et que tu as tous les catcheurs qui sont en train de manger, tu peux pas aller les voir. Je prends un selfie, vas-y. Oh, t'as pris du brocoli. Ah oui, ah bah d'accord. Moi, j'aurais pas pris du poulet. Donc il faut que c'est dans ces moments-là où il faut que tu fasses style. Ouais, bah, tu sais, moi je suis Ouais, habitué c'est à un être ce bonhomme. genre d'endroit. Est-ce que tu peux me passer la moutarde, John, s'il te plaît? Oui, du piment, bien sûr, du piment. Je suis un homme, donne-moi du piment. Excellent. Ah ouais. Bah, c'est bien, c'est une bonne transition en fait parce que ouais, ce fan de catch que tu étais, alors tous les deux on va dire Les vieux. on est plus de première jeunesse quand même. Ouais. Et t'avais quel âge en fait quand t'as commencé à regarder du catch? Je pense aux alentours de 5-6 ans. Et alors c'était en quel, ça nous emmène Ah vers bah, quelle année ça? 85, 86, je suis de Ah 80. ok, Donc pour mes d'accord. âges, c'est facile à calculer. C'est un chiffre Donc rond, donc ouais. finalement bon, on a 10 ans d'écart. On a le catch américain, finalement, on l'a découvert en même temps, donc tu l'as découvert sur Canal+. Toi, tu étais enfant, moi, j'étais déjà un ado, Mhm. mais donc on l'a découvert en même temps. Et je sais qu'on a un truc en commun, et j'ai déjà rigolé là-dessus, quoi. C'est que je sais que tu es un fan ultime de Randy Savage. Et bizarrement, je sais pas, écoute, si c'est parce que on a regardé en même temps, à la même époque qu'on a commencé le catch américain, mais moi c'est exactement la même chose, quoi. Je fous un culte à Saint Macho Man, et à chaque fois que je t'entends parler de ça, tu vois, c'est bizarre, je suis assez ému parce que c'est des trucs de mon adolescence, et le Macho Man c'était pour moi c'était un truc énorme, quoi, un catcheur phénoménal. Et quand je t'ai entendu commencer à parler de ça à la télé quand t'es apparu au début des années 2000 et tout, je trouvais ça incroyable. Je savais pas trop quel âge t'avais à l'époque et tout ça, mais je voyais que t'étais jeune. Et je me disais, c'est fou et tout, ce gars, il suivait aussi à Canal. Et donc, je vais arriver là-dessus. En fait, donc, t'as découvert ça, que t'étais gosse, t'as suivi. Après, à Canal, en plus, il y a eu un changement. Ils ont quitté la WWS pour aller à WCW. Et finalement, ça arrive sur le moment où toi, tu vas commencer à débarquer dans les médias, début des années 2000. Et comment un fan de catch aussi énorme que toi, quoi, a pu avoir, je sais pas, les contacts, comment tu as pu lancer ce truc-là, te lancer dans Ah bon, alors, Ah ouais. qu'est-ce qui s'organise? Parce que ça me sidère, en fait.
C'est C'est comme. Alors là, pour le coup, avec tout le respect que je dois, oui, c'est quelque chose que j'ai quand même souvent raconté. oui, C'est à la fois une histoire de chance et à la fois une histoire de geek sans vie que j'étais à l'époque. J'ai eu la chance que mon papa ait fait une reconversion professionnelle passant de la comptabilité si amusante que tout le monde connaît à l'informatique oui, dans son entreprise durant ces années 90 où effectivement la transition informatique s'est faite. Tout d'un coup, les ordis se sont démocratisés dans toutes les entreprises et il était là pour lancer Internet dans sa boîte à l'époque. Et par chance, un jour, il est rentré avec un modem. Alors pour les enfants qui nous regardent, les modems, c'est ce qui nous permettait, nous, à notre époque, dans les années 90, d'aller sur Internet. Ça passait par le téléphone. oui, Et à l'époque, pour lancer tout ça, je pense que tu t'en souviens aussi, oh oui, les modems n'étaient pas très chers. Et avec chaque modem, tu avais plusieurs disquettes avec 1 heure gratuite d'internet chez Infony, 1 heure gratuite chez Wanadoo, 1 heure gratuite chez AOL. Et ça te permettait pendant ou un mois gratuit, mais je crois pas un mois gratuit quand même. Mais ça te permettait pendant pas mal de temps de te connecter, non pas gratuitement totalement, hein, c'est que tu payais pas d'abonnement, parce que de toute façon, tu payais la ligne téléphonique. C'est à une époque où le téléphone coûtait de l'argent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde téléphone partout sans quasiment dépenser la moindre thune. À l'époque, ça coûtait un fric monstre. Et donc, j'ai pu avoir Internet très tôt. L'un de mes voisins avait eu Internet quelques semaines avant, Naniwa, que je cite souvent. Et moi, juste après lui, quelques mois plus tard, là, on est en 80, fin 96. Oui, fin 96, les débuts de la WCW sur Canal+. Comme je l'expliquais sur le podcast de Marc Blondin, très sympa podcast, Soyez-y, mesdames, messieurs, qu'il réalise de manière hebdomadaire. Je discutais déjà avec Canal+ sur le Minitel. ah, énorme. J'écrivais à Canal+ régulièrement pour leur demander les horaires des shows, pour gueuler parce qu'ils arrêtaient la WWE et la remplaçaient par la WCW que je ne connaissais pas, je savais même pas que ça existait à l'époque. Donc j'étais quelqu'un déjà de très motivé par tout ça. Et donc quand j'ai eu Internet, c'était quelque chose que je voulais toujours faire depuis tout petit. J'écrivais tout seul des articles dans ma chambre pour moi-même, puis plus tard pour Naniwa et Ishtou qui les lisaient et autres, dans mon petit classeur et tout. Et j'avais envie de créer un journal. Et donc c'est là que j'ai créé la newsletter AWN avec, dans un premier temps, Naniwa. Ensuite, mon ami Ishtou, qu'on retrouve aussi sur l'univers d'Ajus, m'a rejoint. Et partant de là, on a pu créer une communauté, l'une des premières communautés du catch français, de fans de catch français sur Internet. On était d'abord quelques dizaines, puis quelques centaines. Et puis petit à petit, il y avait plus de catch à la télé. Ça s'est arrêté à un moment. Et donc, on a profité de cette communauté pour contacter les chaînes de télé. Parce que à l'époque, tu pouvais contacter les chaînes de télé par email. Tu peux toujours. Mais à l'époque, ils recevaient peut-être 5 emails par semaine. Donc, ils répondaient. Tu vois, tu pouvais écrire à TF1, TF1 te répondait. Et en l'occurrence, ils nous ont répondu non, on s'en fout, merci, c'est gentil. M6 aussi. Et puis RTL9 nous a répondu l'homme qui jouera de nombreuses années plus tard, Monsieur l'arbitre dans les catch-off, m'a répondu en me disant bah écoutez, ça tombe bien, on vient de signer avec la WCW pour diffuser 1 heure de Nitro et 1 heure de World Wild. C'était l'émission secondaire avant Thunder. Et faites de la pub. Donc j'ai fait de la pub pour le programme sur ma newsletter. Sauf que c'était Philippe Chéreau et un autre commentateur et les deux n'y connaissaient rien. Donc les gens m'ont écrit, parce que moi j'avais même pas RTL9, j'ai même pas vu le programme. Les gens m'ont écrit en disant putain c'est de la merde et tout. Donc j'ai réécrit à celui qui deviendra donc Monsieur l'arbitre. Et je lui ai dit écoutez, c'est compliqué si eux-mêmes n'y comprennent rien. Comment voulez-vous qu'ils expliquent aux téléspectateurs? Et il m'a répondu, enfin, et je lui ai proposé des bios et tout ça gratos. Ça, c'est quelque chose que je Ah répète ouais. depuis de nombreuses années. Écoutez le vieux que je suis, ne proposez jamais rien gratuitement. Faites-vous payer. Non, j'ai eu de la chance que Monsieur l'arbitre, Vincent Godel, de son nom, puisqu'il était au générique, hein, donc c'est pas un secret, soit quelqu'un d'honnête et ne profite pas de l'opportunité pour, par exemple, justement me faire envoyer des bios gratos que les deux commentateurs auraient certainement utilisés sans forcément me citer ou quoi. Mais il a eu l'honnêteté de me dire, écoutez, un des commentateurs va s'en aller, on va faire un casting, venez à Paris.
tenter le coup. Pourquoi pas? Et comme moi, je commentais déjà avec Naniwa, c'est pour ça que je suis pas choqué quand les gens me disent qu'ils regardent plus forcément en VF. Moi aussi, j'avais arrêté de regarder en VF parce qu'à un moment, c'est comme pour les films, quand on est petit, on regarde en VF. Après, on a aussi envie de regarder de la VOST ou même de la VO si on comprend. Donc je comprends tout à fait que les gens préfèrent regarder la version originale. Là. Donc, moi, avec mon pote Naniwa, non seulement on regardait en VO, mais en plus, on avait pris l'habitude d'enregistrer les shows et de les recommenter derrière pour notre propre amusement, tous les deux. Et donc, j'avais dit ça, ouais, j'ai déjà de l'expérience, j'ai commenté dans la cave de mon pote. Et la gentillesse de Vincent Godel fait qu'il a dit, bah écoutez, venez à Paris la semaine prochaine, on va faire un casting. Et c'est ce que C'était je te disais parti. tout à l'heure, je suis arrivé, je n'avais pas encore mué, j'avais mon sac de lycéen, mon sac à dos de lycéen, ils ont cru que j'étais le stagiaire qui venait faire son stage de troisième. Mais ouais, ça J'avais m'étonne pas. 20 ans. C'est fantastique, quoi. C'est excellent. Et du coup, alors on sait tous que tu es un hyperactif depuis maintenant, depuis c'est plus de Ah 20 ans non, je suis largement. plutôt une grosse feignasse, hein. Enfin, Ah ou ouais, alors, bah écoute, moi, quand alors même, je joue très bien le jeu. bah tu joues très bien le jeu parce que moi, écoute, la sensation que ça me donne comme ça de l'extérieur, je te vois, je t'entends, voilà, tu fais les commentaires voilà, des émissions, etc. Tu passes à la cloche, tu as ton émission L'univers d'Ajus. T'as participé aussi à un truc de Catch Club. J'ai vu une vidéo avec Senza Volto et compagnie, quoi, c'était un truc assez marrant que vous avez fait avec Philippe. Donc, t'as quand même une grosse actualité, quoi. Non, alors, je n'ai pas une grosse actualité. Et ah mais non, bah, une grosse actualité, ouais, j'ai un film qui sort le mois prochain. Je suis au théâtre tous les soirs, au théâtre du Châtelet à partir de 20h, tous les jeudis à partir de 23h30 et le samedi dès 14h. Et également, c'est vrai que j'ai ma propre émission de radio, je fais la matinale de Rire et Chanson. Alors, Alors tiens, ça, tiens, c'est une tiens. grosse actualité, mais moi non, Oui, je émission de travaille. radio. Oui, quoi, émission Tu de radio. trouves pas que c'est un truc qui manque dans les médias, s'il y avait une radio vraiment. Enfin, je sais que toi, tu as participé justement à des émissions de radio, etc. Mais est-ce que tu crois qu'il y aurait un créneau sur une radio mainstream un jour pour une émission vraiment consacrée qu'au catch, où on serait pas obligé d'ailleurs de parler que de la WWE, pourrait parler d'autres choses aussi. Mais autre chose n'existe pas. Je ne sais pas de quoi tu parles depuis tout à l'heure. Je t'ai entendu citer des lettres dans le Ah désordre, là, oui, du ah oui, tout à A, l'heure. du E, du W, je ne sais pas Ouais, ce que tu as ouais. dit. Ah, et moi, je parle même pas que de ça, parce que ça, j'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus, mais je trouve que le catch français en ce moment, et depuis qu'on est un peu sorti là, de la période crise sanitaire et tout ça, toutes les fédés ont repris et tout ça, et je sais pas si tu suis un peu d'un œil ce qui se passe à l'APC, ce qui se passe à la RIX, ce qui se passe à la Bodyzoy, ce qui se passe à la WPE. Alors, évidemment, comme d'habitude, le catch français s'est éclaté de partout sur le territoire, mais est-ce que tu trouves il y a un espèce de regain là, de quelque chose? On a Amal qui est à NXT UK, tu vois. Il y a Tristan Archer qui est champion de la WXW. C'est chouette tout ça, non? Ah oui, oui, c'est très chouette pour effectivement Ouais. utiliser un mot de notre époque. Et Ah non, oui, c'est super chouette. Pour répondre excuse-moi, à ta... Non, non, mais t'as j'utilise raison, des hein. mots des années Mais 70. t'as raison. Il faut parfois savoir revenir à la base. Pour répondre à ta première question sur la radio, moi j'en serais ravi et je serais heureux de participer à un tel projet. Je sais pas si sur une radio mainstream, il y aurait vraiment le temps pour une heure de catch. J'ai l'impression, en voyant un petit peu Julien Telouk et justement son actualité qui est autrement plus énorme que la mienne, euh, tu vois, il y a même pas, je crois, d'émissions qui consacrées aux jeux vidéo sur les radios. Alors ça n'a pas grand rapport, mais le jeu vidéo, ça draine quand même beaucoup plus de fans et d'argent que le catch. Et même ça n'a pas forcément, ça ne trouve pas forcément de place grande. Je crois qu'il y a des chroniques, mais il n'y a pas forcément une émission entière pendant une heure sur une grande radio qui parle de cela. Mais je serais ravi si ça pouvait exister et je serais vraiment honoré de pouvoir y participer. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire de la radio. Depuis toujours, j'ai essayé dans ma petite Alsace. Ah, Ça avait malheureusement, enfin, ça avait plutôt bien commencé, mais l'émission ensuite s'était arrêtée. C'était pas moi le chef de l'émission, mais c'était une émission de bande sur France Bleu Alsace et malheureusement, elle s'était arrêtée à la fin de la saison. Et pour l'autre chose, le catch français, ouais, ça marche très très bien. Euh, Après, j'ai malheureusement peur que ça n'aille jamais plus loin pour des raisons justement culturelles. On a beaucoup de mal en France à prendre ça pour ce que c'est-à-dire un business, et rendre ça rentable et penser que, en réalité, évidemment, il faut faire plaisir aux fans et tout ça, mais que c'est principalement un travail
et que c'est principalement pour gagner de l'argent. Et même si donc tous font des très belles choses, effectivement, l'APC, j'ai eu la chance de commenter l'APC de longues années. Je sais pas si j'ai été le premier à commenter leur show, je pense pas, mais je l'ai fait pendant pas mal d'années. Et je salue la famille qui organise les shows à l'APC que j'aime beaucoup. Larix, je savais même pas au début, mais je crois que c'est un camarade aussi de longue date qui organise ça, qui est catcheur aussi et que j'ai côtoyé quand il était plus jeune. Bref, je connais un peu tout le monde et je sais qu'ils bossent dur, mais on a du mal à passer ce palier en France, malheureusement, Ouais. à trouver le côté pro. Non pas qu'ils le font pas avec professionnalisme, mais le côté effectivement, avoir un producteur derrière qui ramène de l'argent, qui fait que les shows peuvent se faire, pourquoi pas, à la billetterie. Souvent, c'est un peu moins le cas en ce moment, mais moi, à mon époque, il fallait vendre les shows. Donc, tu étais tributaire de l'association qui t'achetait le show et à quel budget elle te l'achetait. Et puis de la motivation des gens, parce que parfois, les gens avaient des budgets, donc ils donnaient de l'argent pour acheter un show de catch, mais ils n'allaient pas forcément mettre des affiches et tout ça, donc tu n'avais personne dans la salle. Alors l'argent était là, puisqu'ils avaient payé, mais c'était super triste de faire ce show devant 50 personnes. Et puis parfois, tu tombais sur des assos super motivés, et puis tu avais 1000 personnes dans la salle, ce qui était ouf. Et voilà, moi j'aimerais beaucoup, parce qu'effectivement, les talents sont là, visiblement. Tu as cité Senza, tu as cité Tristan, je les ai connus aussi tout jeunes, Amal aussi, à ses débuts. Beaucoup d'autres que je n'ai malheureusement jamais côtoyés, mais dont j'entends parler aussi, évidemment, comme Aigle Blanc ou d'autres, qui semblent faire du super boulot. Et je leur souhaite vraiment que, au niveau organisation, derrière, des gens arrivent à se regrouper ou à trouver des soutiens financiers qui peuvent permettre de rendre ça plus pro, encore une fois, mais c'est pas pour dire que le font pas de manière pro. C'est le côté spectacle. Plus grande salle, de la mise en scène. Entertainment. Oui, voilà, c'est ça la différence toujours Alors, entre le catch français et le catch américain, quoi. est-ce que tu crois pas qu'il y a. Est-ce qu'il faudrait qu'on s'applique le modèle américain là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il manque pas en France une grosse, énorme fédération qui regrouperait tout le monde? Est-ce que le problème, finalement, c'est pas l'éclatement des territoires, justement, dans le catch français? Oui et non. Le fait est que si quelqu'un s'organisait et trouvait les fonds et tout ça, très vite, comme avec la WWE à l'époque, ça entraînerait un petit peu la chute des autres. Le gros problème, je pense, de la France n'est même pas forcément dû aux gens qui organisent, c'est aussi à l'organisation de notre pays. Le catch, tu sais jamais. Je crois que quand nous on faisait du catch avec la ICWA, qui existe toujours, hein, mais je m'en occupe plus du tout, on était entre le ministère des Sports et le ministère de la Culture. Et il y a D'accord, ouais. aussi le problème du côté de comment tu payes tes superstars. Beaucoup de structures, je sais, payent leurs superstars en frais de route. Ça permet d'éviter de payer les charges et donc les mecs n'ont pas forcément de salaire, mais ils sont remboursés en frais de route et qu'on gonfle un petit peu. Ça permet Ouais. de payer sans être dans l'illégalité, mais sans être vraiment totalement dans la légalité. Nous, on a essayé avec la ICWA de mettre tout le monde en statut intermittent du spectacle. Mais c'est extrêmement compliqué. Là, on est dans des organisations de tourneurs de concerts, de théâtre et autres. Et c'est vrai que ça demande un certain savoir-faire qu'honnêtement, on n'avait pas forcément. Donc il y a aussi ça, c'est que au niveau. C'est pas comme aux States, quoi. Aux States, l'entertainment, c'est quelque chose d'acquis. Le catch, c'est de l'entertainment. Les contrats sont comme ci, sont comme ça. En France, tu navigues un petit peu et tu essayes de faire au mieux pour que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Alors que je pense on a eu autant de talent en ce moment sur la scène française. Je vois, tu parlais d'Aigle Blanc. Effectivement, ouais, Aigle Blanc qui a un super catcheur jeune là, qui est en train de monter. Là, moi, je l'ai vu il y a 2 ans à Quality Over Quantity de la WPE. Alors effectivement, Senza, Tristan, tout ça, eux, c'est des valeurs sûres maintenant, quoi. C'est Et les, puis il y a Tom encore aussi qui n'est quand même pas encore totalement à la retraite, hein, même si carrément, évidemment ouais, il carrément, ouais. vieillit à vue d'œil, hein. Oui, 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 c'est sûr, c'est le doyen lui des catcheurs un peu C'est français, lui quoi, c'est qui ça. a un petit peu montré aussi aux autres que Que c'était quand c'était. même possible. C'est Et ça. ouais, et ouais, Eh oui. complètement. C'est lui qui a ouvert la voie un peu à tous et qui. Alors, après, justement, il a ouvert la voie et c'est un peu dommage parce que
Ah, j'aurais aimé qu'il y aurait peut-être un catcheur masculin aussi qui perce un peu aux États-Unis ou à la WWE, comme à l'image d'Amal chez les filles. Pour l'instant, chez les gars, là, ça vient pas, quoi. Mais bon, peut-être un jour, dans tous les cas, quoi. Mais je suis assez. Je- moi, je reste quand même. Tu dis qu'on n'est pas capable. Enfin, qu'on n'a pas cette culture de l'entertainment. Je suis d'accord avec toi, mais je pense quand même qu'on a des moyens en France qui pourraient nous permettre d'aller vers du catch de meilleure qualité et en tout cas, avec une meilleure organisation. Meilleure qualité, c'est pas le problème, mais plutôt une meilleure organisation, effectivement. Mais je sais pas si tu as suivi un petit peu, regardé ce que fait la Rix sur YouTube, etc., les montages vidéo, les commentaires avec notre ami Cody McWide et tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment, en termes de production, moi, tu vois, moi qui suis le catch français un peu quoi, depuis pas mal d'années, je trouve qu'il y a quand même un réel effort là. On va dire, ces 5-6 dernières années, là, moi j'ai trouvé, pour être allé à quelques shows et tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait ouais, une vraie amélioration. Ah oui, oui. Alors, honnêtement, je suis pas avec beaucoup d'attention. Oui. Je vois de loin tout ce qui se passe et je vois effectivement la qualité des clips et des images et de la manière dont c'est filmé et autres. Et bah, après, c'est le début. Je sais que de toute façon, en Bretagne, ils ont toujours voulu faire les choses bien et ils ont en général fait les choses plutôt très bien. Et ça ne demande qu'à se développer. Et encore une fois, je disais pas ça dans le sens où je dis que les gens s'y prennent mal, mais je dis qu'effectivement, il y a ce palier qui me semble un peu difficile à passer. Et je leur souhaite évidemment toute la réussite du monde. Et les mois, les années passant, ils vont peut-être réussir à construire quelque chose de pérenne. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas certain qu'ils arrivent forcément à gagner leur vie, par exemple, grâce à ça. Alors que on, à la base, on est fan, on n'y pense pas. Quand moi je faisais ma newsletter, on bossait tous les jours avec Ishtou, avec Naniwa, on postait des numéros de la newsletter tous les jours et c'était totalement gratos. Et pas une seule seconde, l'un de nous pensait qu'un jour on allait peut-être gagner notre vie grâce à ça. Sur les trois, moi j'ai eu la chance de gagner ma vie grâce à ça. Après, les deux autres sont aussi très bien sortis dans d'autres domaines. Mais c'est ça où j'en reviens à ce que m'a toujours expliqué Philippe, c'est que à un moment, si tu veux que ce soit ton métier, ben, il faut que ce soit ton métier aussi pour que ça te paye les factures et ça. C'est Ouais. l'idée de faire des beaux clips, des belles images, des shows, c'est génial et j'ai eu la chance de pouvoir en faire aussi dans ma jeunesse et c'est des souvenirs impérissables, mais c'est effectivement pas ce qui me payait mon loyer, ce qui payait mes factures. Donc c'est ça aussi, cette différence-là, où tu passes du côté amateur pro à pro tout court, hein. Eh ben, fatalement, ouais, t'as basculé dans un autre monde, quoi. Oui, Donc, mais moi, enfin, à la rigueur, moi, c'est simple, hein, j'ai aucune organisation à faire, hein, j'ai qu'à me déplacer et de parler dans le micro. Quand tu parles d'une fédération, d'une structure comme ça, c'est super compliqué parce que ça implique énormément de monde. Et enfin, voilà, c'est ce palier-là que personne n'a encore vraiment réussi à passer, que je souhaite. À tous ceux qui le tentent, quoi. J'espère. Et plus il y en a, plus haut ça ira, quoi. ouais, plus on est fou, plus on rit. Et Exactement. écoute, c'est plutôt pas mal. En tout cas, sur ce volet-là là, du catch français, moi, je fais partie de ceux qui essayent d'être optimistes, en tout cas. Et je trouve qu'il y a ouais, une vraie amélioration déjà entre les cordes de ce que j'ai pu voir ces dernières années. Et ouais, j'aimerais bien moi qu'on réussisse à ce qu'il y ait vraiment un vrai truc sympa qui se monte sur le catch français. Ça, c'est vraiment un truc qui manque. Allez, bah écoute, je sais pas encore combien de temps tu as à m'accorder là-dessus, mais juste si on parle WWE un petit peu pour revenir chez tes employeurs, quand même, il faut leur faire honneur. Et puis écoute, nous c'est un peu notre fond de commerce hein, à Catch Up. Hein, il faut dire les choses. Clairement, la WWE, on est tous là, toute l'équipe, on est des gros fans acharnés de la WWE. Et alors, bah, évidemment, avoir le commentateur phare, c'est quand même quelque chose. Alors, en ce moment, là, c'est quoi qui te plaît à la WWE? Là, c'est quoi, là, sur l'actualité chaude du moment, là, c'est quoi les trucs? C'est la Tag Team Division, c'est les femmes, c'est Roman Reigns, c'est quoi ton kiff en ce moment à la WWE? Oh, bah, je dirais qu'il y a un peu de tout. Non, parce que c'est vrai que la Tag Team Division, d'un côté, avec RK Bro, c'est vrai que c'est vraiment incroyable à suivre. Voir Randy Orton qui renaît, non pas de ses cendres, mais ni Guita d'ailleurs, hein, pour les vieux qui nous écoutent.
Non, René Higuita? Non, bon, tant pis. René Higuita, ouais. Ouais. Le coup du scorpion. Exactement. Il Voilà. n'y a pas que ça, il s'était aussi fait chourer la balle par. Oui, c'est vrai. Mince, j'ai Par oublié. Roger Mila. Roger Roger Mila. Mila, exactement, Coupe du Monde 90. Donc, oui, voir Randy Orton qui reprend un plaisir fou aux côtés de Riddle. Et puis les Street Profits que j'adore aussi, enfin surtout Montez Ford parce que c'est vrai qu'il est tellement incroyable. J'aime ce style de catch. Je suis évidemment, comme tu disais tout à l'heure, fan de Randy Savage et c'était déjà un peu ce cas-là, les mecs qui volent, qui font des prises un peu folles. Et la WCW, c'est Cruiserweight et aujourd'hui effectivement leurs descendants avec Montez Ford ou Ricochet ou Finn Balor, ou même Sami Zayn. Sami Aussi, Zayn, ouais. et j'aime beaucoup suivre aussi Roman Reigns à SmackDown. Non, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Après, j'ai plus ce côté fanatique comme je l'avais pour Randy Savage quand j'étais plus petit ou de la Mega Powers, donc Savage et Hogan en équipe où j'étais un gamin. Donc pour moi, j'étais comme un fou devant les matchs. Aujourd'hui, je vois ça encore une fois avec le côté un petit peu professionnel. Donc, mais je prends énormément de plaisir à suivre. Voilà, comme tu l'as dit, les histoires des tag teams en ce moment, Roman Reigns également, et puis de voir évoluer Sami Zayn, Finn Balor, Ricochet, d'avoir la chance de commenter leur match. Et aussi, c'est con à dire, mais c'est vraiment avec beaucoup d'excitation que toutes les semaines, je me mets devant NXT UK pour commenter parce qu'il y a un côté fraîcheur. Il y a un Tout à côté. fait. On sent que c'est leur moment à eux et donc ils donnent tout. Et certains matchs, avec notamment Ilya Dragunov, on a droit à des combats. En général, on nous garde que pour les pay-per-view du côté du main roster. Et là, comme ils n'ont pas forcément de pay-per-view, on a droit à ces combats-là. Donc c'est vrai que pour moi, c'est mon petit bonheur de la semaine de pouvoir commenter les matchs de NXT UK. Un œil sur d'autres fédérations ou vraiment tu es focus sur la WWE? Honnêtement, plus beaucoup. Beaucoup. Plus beaucoup. Non, il y a 20 ans de ça, pour la newsletter, j'avais interviewé Marc Blondin, que j'aurais décidément beaucoup trop cité dans cette interview. Justement, je lui demandais s'il regardait la WWE, s'il regardait de catch japonais. Et il m'avait répondu, à l'époque c'était par email, non, j'ai pas le temps. Et je m'étais dit, mais comment c'est honteux, comment il peut ne pas regarder les trucs et tout. Et voilà, 20 ans plus tard, je pense avoir à peu près l'âge qu'il avait à cette période-là, plus ou moins l'expérience qu'il avait à peu près à cette époque-là, parce que bon, Marc Blondin, il était intervieweur des superstars WWE dans les années 80, avant de devenir commentateur de quelques années plus tard. Et je comprends. La vie fait que la WWE, mine de rien, ça me prend quand même beaucoup de temps. Je suis quand même Oui. tous les jours sur les sites, sur les réseaux et tout. Je suis un peu comme un fan. Je me lève le matin, je vais voir les news. Je me suis levé là, on est mardi. Je me suis réveillé ce matin. J'ai regardé les résultats de Raw, parce que je sais que je vais le commenter demain, mais parce que simplement c'est ma vie depuis tout petit. Enfin, il n'y avait pas Internet quand j'étais gosse, mais voilà. Et donc, j'ai plus la force. Je suis vieux. Arrêtez maintenant. Laissez-moi tranquille. Non, et puis j'aime bien. Je suis un vieux, donc nostalgique. Donc, je regarde beaucoup Match. d'archives, Ouais. des vieux trucs. Quand je suis dans le train, je me mets des vieux shows sur YouTube des années 80, Oh là de là. mon enfance, des choses comme ça. Enfin, Ouais. voilà. Ouais. Je me fais des choses comme ça aussi, moi. Et voilà. Je reconnais humblement que je Ah oui. regarde des vieux matchs comme ça, quoi. Tu vois, des matchs des années 80 avec Ricky Steamboat, avec Jim Duggan ou je ne sais qui, quoi, tu vois. Exactement. Mais Euh, après, je reconnais le talent et le savoir-faire des autres endroits où ça catch. Je sais très bien que ouais. ça marche très bien pour cette fédération que Alain Ichtou, mon pote, appelle la mieux W. Parce que tout le monde dit que c'est mieux. Alors, il l'a appelé la mieux W. Ou la New Japan ou autre. Je sais très bien que ça tourne super bien. Et tant mieux. Mais voilà, peut-être le jour où la WWE me vire, parce que ça ne devrait pas tarder. Là, moi, je regarde mes emails tous les jours depuis quelques jours, on ne sait jamais. Ah ouais. Ah ouais, là, c'est Euh, la période, là. Justement. Donc peut-être que je m'y mettrai, je n'aurai même pas le choix, mais voilà, pour l'instant, je me contente du travail et de la nostalgie. Nick Khan qui te mettrait sur la liste des licenciés du mois, là, ça serait quand même pas phénoménal, hein. Mais alors, et en plus, dès le lendemain matin, tu auras le droit à des mèmes sur Internet avec Christophe Ajus is all elite. Ah oui, sauf que non, malheureusement, il n'y a plus la place. Je veux dire,
Quand on sait, Le poste est déjà pris. ah oui, quand on voit déjà Alain Mistrangelo, à lui tout seul, il pourrait prendre la place des deux. Heureusement, il a laissé un petit peu de place à mon ami Norbert. Mais puis non, enfin ça va. Ils ont justement eux créé. C'est ça qui est sympa aussi. Ils créent comment dire, Leur pas leur univers, duo, ouais, mais voilà leur univers, leur monde, et les gens les suivent de plus en plus. Et je suis très heureux pour eux. Jaloux, évidemment, mais heureux. Et jaloux et heureux. Quand même jaloux. Tu crois pas que eux, ils Évidemment, auraient des raisons d'être jaloux de toi? Et pas du tout, parce que moi je le Ouais. mérite. Moi, tout ce qui m'est arrivé, je le mérite. C'est-à-dire, Je reconnais. Norbert est alsacien, donc Alain est alsacien, donc j'ai encore l'espoir. J'essaie de l'inviter régulièrement à manger, mais il refuse. Et il sait certainement pourquoi je veux l'inviter, pour essayer de mettre un terme à ses jours. Donc j'ai encore cet espoir-là de l'emmener dans la ville de Strasbourg. Et tiens, regarde vers là, et puis un tram passe, je le pousse. Et puis comme ça, je peux faire tout. Je me ferai passer pour Alain Mistrangelo, comme ça je pourrais commenter les deux. Mais d'où vient cette passion pour le catch des Alsaciens? Mais c'est parce qu'on est intelligent en Alsace, c'est tout. Ah oh! Non, mais Oula! c'est vrai que non, mais on est. Et le pire, c'est que on n'a rien à voir l'un avec l'autre. On s'était jamais rencontrés jusqu'à l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, plutôt il y a 2 ans d'ailleurs, puisque le Covid et tout. Et chacun a fait sa petite route sans trop ni connaître l'autre, ni forcément même s'occuper de l'autre. En Alsace, à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres. C'est vrai que c'est surprenant. Je sais pas comment l'expliquer, mais visiblement en Alsace, la WWE, puisque c'est quand même elle qui a nourri notre passion, a bien pris. Ouais. Du coup, tu dis que tu t'informes et tout le matin quand tu te lèves, voilà, c'est ta passion première. Tu vas sur quoi justement? Tu vas sur les réseaux sociaux, tu suis des podcasts ou tu suis des sites internet particuliers ou comment tu organises justement tes choix quand tu regardes le matin sur les infos que tu veux recueillir? Oh, je vais sur différents sites américains. Après, pour les résultats en général, je vais sur prowrestling.net, parce que je trouve que les D'accord, ouais. résultats sont bien écrits le site, entre guillemets, la mise en page du site facilite la lecture des résultats. Mais sinon, voilà, je vais principalement sur des sites américains. Je suis pas du tout de la génération podcast, donc j'écoute Ouais. très peu de podcasts. J'avoue que il m'arrive d'écouter Ryan Alvarez et ses camarades, mais c'est plus sur les shows vintage, justement. Ils avaient fait la Monday Night War, comme le fait mon ami Colby sur la Wrestling Clinic avec Dimitri et Ishtu. Eux l'avaient commencé bien avant, donc j'écoutais ça toutes les semaines, Raw et Nitro, reviewé par Brian Alvarez. Et puis maintenant, ils font les Saturday Night Main Event et ce genre de choses. Donc j'écoute ce genre d'émissions. Mais je suis malheureusement pas du tout podcast, Chris Jericho ou Stone Cold Steve Austin. Je suis passé un petit peu à côté de ça, à mon grand malheur, parce que c'est vrai qu'en plus, c'est censé quelque chose que j'adorerais, mais voilà, j'écoute en général pendant le ménage. Comme malheureusement, je fais trop peu le ménage, j'ai pas tant souvent l'occasion d'écouter, quoi. Ouais, c'est vrai que pas mal de catcheurs professionnels se sont mis à ça ces dernières années, quoi. C'est vrai que sur les podcasts, moi, pareil, il n'y a pas beaucoup de temps. Les Américains, il y en a des trucs intéressants. Mais du coup, je me dis, c'est pas grave, je le fais à ma sauce. Et tu vois, à Catch Up, on a une émission qui s'appelle Retro Catch Up où on commande d'anciens pay-per-view, des choses comme ça. Et justement, on parlait de 1992 tout à l'heure, tu vois, et on avait fait, il y a peu là, d'ailleurs, on avait fait le Royal Rumble 1980, le Royal Rumble match 1992, avec la fameuse victoire de Ric Flair pour le titre cette année-là. Et donc, ouais, toujours la nostalgie, quoi. On en revient toujours, on en revient toujours là, quoi. Et puis, écoute, je vais finir là-dessus. Je vais pas prendre trop de ton temps déjà, que c'est formidable de t'avoir eu comme ça. J'aurais voulu savoir, du coup, bon, je sais que Ever, le Macho Man restera pour toi le plus grand de tous les temps. Mais si tu me donnais, allez, on a une tradition à catch-up, on fait souvent des top flop notes, mais là, on n'a pas besoin de flop et de notes, on a besoin que de top. Je sais pas, c'est quoi le top 5 de tes catcheurs, top 5 de tes catcheuses, ou top 3 si tu veux, comme tu as envie, quoi. Et puis pour toi, peut-être les 2-3 plus grands matchs qu'il faut voir, ou qu'en tout cas, toi, tu Oh là là, conseillerais oui, mais non, obligatoirement, quoi. c'est chaud. Attends. Ah, je sais bien, ouais, je sais bien, mais il faut que tu fasses des choix, mais tu Non, vois, mais pour. voilà. Autant beaucoup de questions, je suis habitué à y répondre parce qu'on me pose la question, autant celle-là, comme ça, de but en blanc, c'est compliqué, tu te rends Ah compte? ouais, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, bah oui, non, mais parce que j'ai beaucoup de matchs, de shows qui Mais ont oui, c'est marqué ma ça, ouais, vie, c'est ça le tu problème vois, avec toi, ouais, il y a c'est quand ça. même Oui. 30 et quelques années, et puis c'est sur plein de moments de ma vie.
Tu vois, le Royal Rumble 92, moi, c'est le premier show qu'on a pu regarder avec Ishtou ensemble l'après-midi sur Canal, le samedi. Et on s'en souvient comme si c'était hier. On était encore ensemble hier et bon, on n'a pas évoqué ce show-là particulièrement, mais on s'est fait une partie tiens, de MyGM sur W2K22. J'étais en train de D'accord. gagner quand j'ai dû partir, malheureusement. Je tenais quand même à le préciser. Bon, j'avais que quelques centaines, non, quelques milliers de plus de fans que lui. Bon. Mais voilà, oui, le Royal Rumble 92, par exemple, fait partie de ces matchs qu'il faut voir. Mais quand on est jeune aujourd'hui, ça a forcément plus la même importance puisque beaucoup des catcheurs ne sont plus là et on se rend pas compte de ce que c'était. Et C'est surtout pour découvrir le style in-ring, parce que même moi, tu vois, en le revoyant, c'est là que tu te rends compte comment les choses ont changé, comment c'est incroyable, quoi. Dans le Royal Rumble match de 1992, en fait, c'est un festival d'atémie et de corde à linge. Il n'y a quasiment pas de high flying. Il faut qu'il y ait notre Saint Randy qui rentre un peu dans le ring pour commencer un peu à faire du high flying avec Shawn Michaels. Mais à l'époque, c'est encore ces très, coups de très, poing, très, coups de très rare. pied, à l'époque, Oui, les voilà. Ouais. catcheurs avaient pour l'habitude de se vanter justement, de ne pas décoller les pieds du ring et de prendre le moins de chutes possible. C'était un petit peu le... more is less. Non, less is more d'ailleurs, dans ce sens-là. Moins t'en fais, mieux c'est. Mieux c'est, ouais. Après, les Undertaker, Shawn Michaels, comme tout le monde, Ouais, on a vibré, les c'était grands dingue, classiques. c'était ouf. J'ai eu la chance de les recommenter pour l'équipe il y a 2 ans, donc je les ai un peu plus dans la tête. Mais voilà, j'ai eu une période dans ma vie où je regardais tout, donc j'ai été Ouais, on est autant tout, ouais. marqué par la WCW que par la ECW, même du côté du Japon. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des Omega contre Okada, mais avant il y avait Okada contre Tanahashi, et avant cela, bien avant cela, c'était les Kawada contre Misawa. Alors, si vous ne savez pas qui sont ces gens, pourquoi pas aller faire un tour, regarder. Les matchs étaient souvent incroyables. Pour l'époque, j'imagine qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne les ai pas revus, ça a peut-être un peu mal vieilli. C'est comme le cinéma. Quand on a regardé la Septième Compagnie enfant, moi, c'est incroyable, c'est formidable. Mais quand si tu montres ça à un adulte qui a jamais vu, il va dire mais c'est complètement con. Qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi ça? Pourquoi tu montres ça? Et le catch, c'est un peu pareil. Il y a des trucs qui vous ont marqué quand vous étiez gamin parce que vous étiez gamin, que vous regardez derrière, vous dites c'est incroyable, mais si vous faites découvrir ça à quelqu'un qui est adulte et qui a pas du tout le même état d'esprit, en le regardant, il va trouver ça débile et nul. Donc voilà. Et après pour le top, T'as beaucoup parlé des hommes là, mais du côté des femmes là, du parce que côté des femmes, les femmes, il y a eu quand même tu vois, une grosse évolution du catch féminin là, exactement. en particulier sur on va dire vraiment les 10 dernières années là, ça a été assez incroyable. Donc j'aimerais bien avoir ton avis là sur Bah, le catch féminin là. moi, le premier match qui entre guillemets, m'a mis le feu, outre quand j'étais gamin, quand j'ai vu débouler Bull Nakano, notamment à la WWE, que je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose sans trop comprendre euh, ce qui se passait vraiment. Mais voilà, je voyais qu'il y avait quelque chose, que Bull Nakano, c'était une catcheuse, tu vois. Autant j'avais vu des autres femmes, c'était pas trop la joie. Mais là, quand on a vu débarquer les japonaises au milieu 90 à la WWE, on se rendait compte qu'il se passait quelque chose au Japon. Mais moi, le premier match ces dernières années qui m'a remis pas à jour, mais qui m'a redonné envie effectivement de me dire, purée, le catch féminin c'est quelque chose. C'était Bayley contre Sasha Banks en main event d'un NXT Takeover à Brooklyn. J'y étais les gars. Et c'est vrai que c'était un match complètement dingue et j'avais adoré ce combat-là. Et depuis, effectivement, j'ai adoré la montée en puissance de Becky à SmackDown quand elle n'était pas censée monter en puissance et que semaine après semaine, les gens ont commencé à l'encourager de plus en plus et que tout ça s'est fini par un main event de WrestleMania. Et pareil, j'y étais, les gars. Sacha Banks, Shit. Sacha Banks, Bianca Belair l'année dernière. Ouais. Bianca contre Becky cette année aussi. Voilà, Sacha est quand même souvent mêlé dans les bons matchs, hein. J'aime beaucoup Naomi aussi. Non, j'aime beaucoup la division féminine. C'est vrai que je l'ai pas cité tout à l'heure quand tu m'avais justement cité la division féminine dans les trucs bien en ce moment. Mais voilà, j'aime beaucoup Bianca Belair, j'adore Naomi, j'adore Sacha Banks, Charlotte Flair également, Becky. Il y a énormément de qualité et c'est vrai que même Rhea Ripley, j'aimerais la voir un peu plus en action comme c'était le cas du côté de NXT. Est-ce que tu as un bon pressentiment pour Amal là, pour la suite, pour Amal? Parce que là, Amal, c'est quand même
D'ailleurs, c'est pas le French Hope, mais j'ai envie de dire que c'est assez justifié parce qu'il y a vraiment toute une communauté catch français là derrière elle, quoi, qui espère. Et comment tu le sens, toi? Ah bah, mais c'est un petit peu comme le clapping, hein, tu vois? Je le sentais mal et ça a été incroyable. Donc si je vous dis que je le sens bien, j'ai bien peur que ça lui porte la poisse. Mais non, moi je trouve qu'effectivement, elle fait, bien son trou du côté de NXT UK. Je suis ravi qu'ils la mettent en avant et je regrette qu'ils ne la mettent pas plus en avant. Je ne connais pas Ayla Dawn, par exemple, mais bon, je me demande pourquoi ils l'ont choisi elle pour aller défier Satomura, même si évidemment il fallait une heal et qu'elle a ce personnage un petit peu sombre. Mais j'aurais bien aimé Amal contre Satomura, par exemple. Je lui souhaite de réussir, c'est tout ce que je peux dire. Moi, je le sens bien, évidemment, mais comme vous, je suis français. Je l'ai connue quand elle a débuté. Elle est super gentille. On a passé pas mal de temps ce week-end à se côtoyer, puisqu'on a fait une séance d'autographe pour nos amis de WWE 2K22. Et puis, elle était aussi dans les vestiaires à Paris. Bah, c'est une jeune femme super sympa qui est restée elle-même. Comme dit, je l'ai connue à ses débuts. Elle était déjà toute gentille. Elle est toujours toute gentille. Et donc, j'aimerais vraiment qu'elle réussisse et qu'elle aille loin. Encore une fois, je suis un peu une chochotte, mais quand je l'ai vue monter sur le ring, et au début, elle est montée sur le ring quand c'était encore la pause. Donc Bercy, les gens étaient encore dans les travées en train d'aller acheter une boisson ou j'imagine faire la queue pour aller acheter des t-shirts. Et donc elle n'avait pas encore la salle entière quand Samantha l'a présentée. Mais une fois qu'elle l'a présentée et que les gens ont compris que ça recommençait, puis qu'en plus Amal était là, ils sont revenus de plus en plus et la salle était quasiment pleine à nouveau pour la fin et elle a reçu une superbe ovation et ça m'a touché parce que c'était pas forcément prévu de longue date qu'elle fasse cette apparition et pour elle ça a été un moment magique. Quelques années de ça auparavant, elle était ringside en train de se prendre en photo avec les superstars et là elle a été saluée en grande Par la héroïne foule. française. Donc moi voilà, je lui souhaite que la prochaine fois qu'il soit là, ça soit dans un match. Ah ouais, j'espère bien ouais, que ce sera dans un match, quoi. Moi, j'avais eu une petite déception. Alors, je me souviens plus si c'était 2016 ou 2018 au show à Bercy où le public avait réclamé à corps et à cri la présence de Clément Petiot, Oui. en aka Tristan Archer, et que malheureusement, bah, il est même pas apparu, quoi. Et alors, il était dans les tribunes, quoi, et donc il avait été ovationné par le public dans les tribunes. Mais il n'avait pas eu droit à ce que Amal a eu droit ce week-end. Et C'est-à-dire moi, je trouve que que c'est. Tristan n'était pas sous contrat avec la WWE. Donc là, Ouais, il y avait voilà. quasiment, Ouais. enfin, il y avait zéro chance que ça arrive. Oui, Mais oui, là, la ça, WWE je a le quand sais. même changé par rapport à ça, parce qu'il y a quelques années de ça, Amal ne serait pas apparu. Aujourd'hui, et ça, c'est quand même très encourageant, c'est qu'ils ont ils comprennent que des petits trucs comme ça, c'est pas grand-chose pour eux, Oui, mais c'est énorme pour nous. Et et ça, tout à avant, ils fait. le faisaient pas. Et aujourd'hui, au moins, ils ont cette petite intelligence de se dire, bah ouais, bah, c'est pas grand-chose, elle va monter sur la ring, va faire coucou, et en réalité, ça va faire plaisir à tout le monde, à elle, au public. Et puis, ça donne une bonne image aussi à la WWE, donc c'est gagnant pour tout le monde. C'est du win-win. Eh ouais, c'est du Et, win-win, bien mais sûr. voilà. Tristan m'avait dit, je l'avais reçu à You Talk Too Much, et Tristan m'avait expliqué, hein, lui, comment il avait été aussi envahi par l'émotion, malgré le fait qu'il n'ait pas pu voilà, être vraiment dans l'arena en tant que catcheur. Mais juste ça, déjà, ça avait été énorme. Il y avait eu toute une section, si tu veux, avec des drapeaux français, Oui, avec je m'en marqué le nom, souviens, j'étais avec les noms. là. Tu t'en souviens, ouais, tu Ils t'en avaient souviens, même ouais. demandé dans les vestiaires, mais en fait, c'est qui? Et on leur a dit, Ah mais ouais, ils avaient si. demandé carrément. Ah oui, parce que tu sais, quand il se passe un truc comme ça, tu comprends. C'est comme nous avec Philippe, on n'a pas forcément compris. Certains devaient évidemment crier Butch. Quand tu es dans le ring Oui, comme ça, tu te dis juste, ils font Who? Who? Tu vois, tu réalises pas forcément. Et là, oui. et comment il s'appelle Cédric Alexander, qui était encore à la WWE, avait justement tweeté aussi, je crois, le lendemain en disant le public voulait Tristan Archer, WWE, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un truc dans le genre. Enfin voilà. Euh, Au début, tu comprends pas forcément quand une foule te lance un message que tu n'es pas habitué à entendre. Quand la foule crie This is awesome, tu comprends ce qu'ils disent. Mais si le chant est nouveau ou différent ou qu'il y a des pancartes et Bien autres, sûr. il te faut un petit peu de temps pour analyser ce qui est en train de se passer. Ouais, ouais, ça me paraît assez logique, ouais. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, la WWE joue bien le coup avec Amal sur cette affaire. Maintenant, effectivement, espérons que sur NXT UK, elle va continuer à grandir.
Et de toute façon, là, elle est en train d'acquérir une expérience sans pareil. Mais j'espère, moi, voilà, le 12 espoir, c'est de l'avoir arrivé soit au NXT États-Unis, soit, qui sait, dans le main roster un jour. Et ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un représentant français dans le main roster à la WWE? Tom, il était à NXT. Est-ce qu'il a fait, je crois qu'il avait fait une ou deux apparitions dans le main roster, mais c'est Oui, tout, à je crois. SmackDown, oui, bah, il s'était fait À botter SmackDown, ouais, voilà, ouais. le cul par le Big Show, dans un match handicap en plus. Dans un match Euh, handicap. mais oui, il n'était pas reconnu entre guillemets à sa juste valeur. Donc oui, non, ce serait incroyable. Sinon, le dernier, c'était André le Géant. Donc tu vois, on est quand même Ouais, très très loin. Euh, c'est clair. mais bon, bah, il faut pas désespérer. Le truc, Non, 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 non. c'est que j'imagine qu'Amal elle-même parfois doit, dans son côté, pas désespérer, mais se dire bon, ça va être compliqué ou ça n'arrivera jamais et tout. Et force est de constater que tout peut arriver ici à la fédération, comme disait Raymond Rougeau. Et c'est vrai, c'est que il suffit que Macron un jour fasse un doigt d'honneur à Joe Biden et The French Hope deviendra l'une des îles de. Tu vois, ça se joue à pas grand-chose. À C'est clair, l'époque, c'est clair. quand la France n'est pas allée en Irak, s'ils avaient eu des Français sous la main, la résistance ça aurait été 2 catcheurs français. On n'avait pas encore à cette époque la nouvelle génération qu'on a aujourd'hui qui est extrêmement talentueuse. On avait des gens talentueux aussi, mais le recrutement se faisait différemment. Il y avait pas du tout d'opportunités comme aujourd'hui. Donc, on ne sait jamais. À tout moment, ça peut arriver pour un truc tout à fait bête ou alors simplement pour la reconnaissance de ses efforts et de son talent. Mais parfois, c'est encore plus bête que ça, quoi. Tu vois, un truc inattendu dans le monde et oh putain, il nous faut une française. Ah, mais on en a une à NXT UK. Allez, faites-la venir. Allez, go, c'est parti! Voilà, et faites venir Chéreau avec. Il nous reste des restes au catering. Bon, alors, justement, la suite. La Au suite pour toi, prochain là, numéro. Pardon. c'est quoi le. Ouais, c'est les réflexes professionnels, ça. Et qu'est-ce qui t'attend là? Tu vas Merci, renforcer encore l'univers d'Ajus? oui, oui, bah justement, je parlais tout à l'heure de Feignasse, ça fait pas mal de temps que mais vraiment beaucoup de temps et il m'aura fallu beaucoup de temps, à faire, mais j'écris d'autres, vidéos, je suis quelqu'un de très lent et très feignant, j'ai du mal à m'y mettre, donc mais oui, j'espère dans les mois à venir, je préfère dire mois plutôt que semaine, que voilà, que je pourrai, présenter quelques autres vidéos, voilà, qui sans donner trop de détails, mais qui sont par rapport à justement à notre passion d'enfance, en quelque sorte, des choses de ce genre-là. Enfin, voilà. Mais oui, D'accord. l'univers d'Ajus, continuer à commenter, et puis je sais pas, plein de ce que la WWE voudra faire de moi. Je serais ravi de commenter plus de choses sur le network aussi. Je leur fais souvent des appels du pied. Après, c'est pas la priorité de la WWE de mettre du français sur d'autres choses sur le network, mais moi, je serais vraiment heureux. Et je sais que Nadir aussi est avec moi sur le network, aimerait commenter, pourquoi pas, les grands rendez-vous NXT ou des shows plus anciens. Enfin, voilà. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Tu leur as proposé de faire de la review en français sur des shows vintage? Alors, pas de la review, mais de pourquoi Ah, pas, du commentaire, du commentaire. ouais, de commenter. Je sais que mes camarades allemands, que j'aime beaucoup aussi, qui travaillent sur le network, ont commenté d'autres, des vieux WrestleMania, des choses comme ça. Enfin voilà. Après, on est toujours force de proposition, que ce soit avec Philippe auprès de la WWE ou de Media One, on propose régulièrement des choses qui ne sont pas forcément acceptées, d'autres oui, mais qui sont pas, c'est pas non plus des idées du siècle ou des choses folles, hein. Et avec Nadir aussi, on n'hésite pas à proposer des choses à la WWE pour le network. Après, voilà, il faut aussi réaliser que ben, la WWE est une entreprise mondiale et qu'ils ne réalisent pas forcément la chance qu'ils ont d'avoir Christophe Ajus à leur disposition. Et donc, la France n'est pas forcément toujours la priorité number one, mais l'important est de continuer à avancer. Et voilà, non, je veux faire mon politicien, mais voilà pourquoi je ne le serai J'a- jamais. J'adhère parfaitement à cette analyse. Merci. Et, Je ne vous laisserai pas dire. tiens, mon patron du podcast, tiens, en parlant de patron, est-ce que tu as rencontré le
patron ultime de la WWE. Est-ce que tu as eu l'occasion de te retrouver face à VKM? Mais tu n'as donc pas écouté la cloche, et voilà. Ah, j'en écoute. Alors là, tu vois, bah, je suis comme toi, tu vois, je suis vieux Ah et oui, j'ai pas sympa. forcément le temps pour. Oui, mais Luther, mais oui, mais quand il s'agit de moi, on Et devrait le prendre. j'ai regardé la cloche, je regarde la cloche de temps à autre, mais pas systématiquement. Donc du Déjà, coup, ça s'est effectivement, il y a. terminé il y a au il y moins a- 6 mois, hein, donc déjà Ah ouais, ça tu s'est terminé il y a ah 6 oui, mois, bah oui. tu vois. Alors c'est l'univers d'Ajus, alors en ce moment que je regarde où il y a Ishtu, Ça oui, t'invites ça c'est le coffre à toute ta catch. bande de potes, quoi. On refait la T'invites toute on ta fait bande. la review hebdomadaire de la ECW version WWE. Oui, tout à Voilà, fait, ouais. Ça, ça c'est ce qu'on fait. j'en ai regardé Bon et quelques-uns, pour ouais, ouais. Vince McMahon, pour finir, parce que, bah, On va il est finir déjà là-dessus, ouais. 11h30 Oui, oui, et oui, j'ai un oui, ami oui, de on longue va date que je dois voir. Il faut quand même encore que j'aille me laver, hein, parce ouais, que voilà, quand je même. n'avais pas pris de douche pour ce podcast, sache-le. S'il y Ouais, avait non, mais une on est odeur, habitué, c'était la mienne. t'inquiète. Oui, Ouais, oui, on non, est bon, entre fans de catch, on sait ce que c'est. ouais, entre fans de catch, on a un papy, nous, tu vois, qui vient en charentaise avec son chat, donc on est habitué. Ah, bon, bah, très bien. Donc, bah, Monsieur McMahon, oui. Alors, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai croisé dans les vestiaires, mais on ne sait pas. Autant, très sincèrement, on a une bonne relation, sans mauvais jeu de mots, avec Stephanie McMahon, qu'on a eu la chance d'interviewer avant WrestleMania 31 et qui, chaque fois qu'elle nous croisait dans les vestiaires, s'arrêtait, venait nous parler, nous taper la bise, qui est vraiment adorable et qui Oui. visiblement se souvient de nous. En tout cas, elle fait bien semblant. Monsieur McMahon, voilà, on l'a croisé quelques fois dans les vestiaires, on lui dit bonjour, mais il continue à marcher sans nous calculer, et c'est tout à fait normal, hein, je veux dire, faut pas croire que c'est contre nous, hein, c'est le grand président, enfin pour avoir travaillé dans pas mal de groupes télévisuels ou autres, quand vous croisez le très grand président ou les grands actionnaires, vous leur dites bonjour, tous ne vous répondent pas forcément, et encore moins effectivement à la WWE où les mecs, forcément, il faut qu'ils réécrivent le show et tout. C'est compliqué. Mais un jour, quand Philippe Chiro a fait son fameux oulala à Raw et que JBL et Michael Cole étaient morts de rire, à la fin du show, on était en train d'attendre notre contact sur place de la WWE pour qu'ils nous disent si on pouvait, ça y est, se changer et tout ça. On était debout et puis tout d'un coup, je regarde Philippe, je dis, Monsieur McMahon qui arrive. Il y a Monsieur McMahon qui arrive. Il arrive, et Monsieur McMahon vient nous voir et il fait Good job, guys. Thank you very much. Et il nous serre la main et il se casse. Et voilà. Yeah. Et donc, on a eu droit à la poignée de main pour une intervention de Chiro, comme d'hab. Tu vois, les gens, les fans de Cage disent toujours Christophe Ajus et tout, mais en réalité, le numéro 1 du duo, et c'est le cas depuis le début, c'est Philippe Chiro. Rien de tout ça n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu Philippe Chiro et son talent de la formule et son professionnalisme. Et je dis ça sans ironie aucune, hein, c'est sincère. Et je le dis pas assez, donc c'est pour ça que je me permets de le dire maintenant. Mais voilà, Philippe Chiro fait une connerie à Raw. Avant, je me dis, bah putain, non, c'est un peu une connerie ce que tu vas faire. Et en fait, c'est le truc qui nous a valu le plus de remerciements, de félicitations. Et voilà. Et Monsieur McMahon qui nous dit bravo les gars, super boulot. Bah, bravo les gars, super boulot. Je pense qu'il avait tout à fait raison, cet homme. Et bah, Monsieur C'est McMahon a souvent raison. Qu'est-ce que je dis? ouais, Monsieur c'est McMahon a toujours raison. toujours raison. Exactement. Ouais, 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 non, c'est assez fantastique. Ouais. On aurait adoré vous avoir tous les deux d'ailleurs, hein, et Philippe et toi. C'est tellement indissociable dans l'univers du catch, quoi. On a du mal en fait on se dit ouais, j'envoie un MP à Christophe Ajus, ouais mais faut que je le fasse à Philippe Chiro aussi, c'est pas possible. Donc non, c'est vraiment, c'est super. Bah écoute, j'ai été vraiment ravi, honoré, hein, le mot n'est pas faible, peuple de catch-up, de t'avoir à l'antenne avec nous. C'est vraiment super que tu nous aies donné ton temps pour participer à notre podcast. En plus, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est une forme de cadeau d'anniversaire que tu nous donnes, puisque on a fêté ce mois-ci nos 6 ans. Et, euh, et donc, chaque semaine, le peuple de catch-up peut nous retrouver pour toutes les reviews. Et il va retrouver cette semaine Christophe Ajus. Et ça, je pense que ça va faire du bruit. Alors, peuple de catch-up, bah écoutez, pour nous retrouver et pour avoir plus d'infos, bah c'est simple, vous nous retrouvez sur la communauté Discord. Vous avez tous les liens dans la description de la chaîne YouTube. Laissez-nous des likes, des commentaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur la plateforme de podcast. On est partout. On est sur Apple Podcast, PodCloud, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à remercier mon invité de cette 14e édition de You Talk Too Much. Remercier Christophe Ajus, c'est quand même quelque chose de vachement sympa à Catch Up. Donc merci beaucoup à toi Christophe de nous avoir donné de ton temps. Ben, merci de m'avoir accueilli, mon cher Christophe, et bah, joyeux anniversaire à toute l'équipe de Catch Up, et bisous à toute votre communauté.
Et comme je ne le dis jamais, mais Philippe, oui, la suite au prochain numéro ou, comme le disait Édouard Carpentier, à la prochaine si Dieu le veut! Et bah écoute, t'as des bises de toute la team Catch-Up, Kyrias, Papy, Ringside, Tao, Tonton Chris, en l'occurrence moi-même, Zigote, et l'archange Géliel qui a aussi son fils, hein, il a un millénial lui, tu vois quoi, qui est un bon fan de toi. Et alors quand il a su qu'il y avait Christophe Adjus qui venait à Catch-Up, je crois qu'il a fait des bonds de 10 mètres sur le canapé. Le père en a profité d'ailleurs pour lui coller une petite power bomb. Donc tout va bien à bord. Allez, peuple de Catch-Up. Là-dessus, on vous quitte, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des bisous, on vous fait les cordes à linge plein la face. On enchaîne avec un bridging O'Connor Roll avec Monsieur Christophe Ajus pour le tomber. 1, 2, 3, victoire en filou de la team Catch Up. Salut Christophe. Bisous, salut, calme-toi, ça y est, tu peux te calmer maintenant. Bisous et à très vite. Non, justement parce que tu connais pas la fin, parce qu'avec Mince. moi ça se termine comme ça Bon. se termine avec un salut peuple de Catch Up. Normalement, c'est salut peuple de Catch-Up! J'ai trouvé mon maître.